bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence. Nous sommes ravis, l'équipe du festival et moi-même, d'accueillir le docteur Mathieu Lacambre. Alors je vais vous le présenter en quelques mots. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Vous me corrigez si je dis n'importe quoi. Ce sera Google. Donc vous êtes psychiatre au CHU de Montpellier. Vous faites partie de l'équipe médicale de médecine légale au service urgence et post-urgence psychiatrique. Vous avez été formé à la médecine à Grenoble, puis à la psychiatrie à Strasbourg. Vous exercez la psychiatrie dans des espaces complexes aux interfaces santé-justice, prison, unité spécialisée dans l'accueil de patients médico-légaux, services d'urgence, centre de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Vous faites partie du CRIAFS, le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en Languedoc-Roussillon. Et avec le CRIAFS, en 2017, vous allez créer une boîte à outils pour prévenir des violences sexuelles et sexistes qui s'appelle la boîte, BOAT, qui s'adresse aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence. Vous avez écrit en 2016 avec Carole Damiani et Roland Costanzo un livre qui s'appelle Victimes et auteurs de violences sexuelles. Et en 2020, Sexualité et violence avec Jessica Philippi et Malvira. Vous intervenez dans un DIU, clinique et prise en charge des sujets auteurs de violences sexuelles pour les universités de Marseille, Montpellier et Toulouse. C'est là que j'ai trouvé votre nom. Et dans le DU, prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance à Grenoble. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la psychopathologie des auteurs de violences sexuelles. Merci. Merci à vous. D'abord, je vous prie de m'excuser pour la semaine dernière, j'étais un peu coincé. Donc, cas de force majeure exceptionnellement, donc bravo, merci d'être revenu. Ça signifie que vous êtes persévérant, ou très intéressé, ou plus inquiétant, très fasciné. Donc, mais c'est pas grave, hein, quelle que soit la raison, on va s'arranger. Sur le petit portrait, merci pour l'introduction. Effectivement, moi je coordonne une filière de psychiatrie légale. Donc, je ne suis pas médecin légiste, je suis psychiatre légiste avec 3 équipes. Un CRIAS, qui est un centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, qu'on a créé fin 2009, et que j'ai dirigé jusqu'il y a 3 ans. Et ensuite, une unité de soins intensifs de psychiatrie qui accueille des patients médico-légaux, détenus pour des soins psychiatriques sans consentement, donc dans une unité fermée qui est très sécurisée. Et puis ensuite, une équipe en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Villeneuve-et-Maguelone, et donc je coordonne ces 3 équipes et je travaille dans les 3 endroits. Donc c'est là où on est interface, santé-justice, les endroits compliqués. Et je travaille depuis longtemps effectivement sur la question des violences sexuelles avec ces équipes-là, sur le plan clinique, mais aussi sur le plan de la recherche, sur le plan des enseignements, avec des liens d'intérêt. On a une société savante, une section de psychiatrie légale. On a une fédération française des centres ressources que j'ai présidée pendant 2 mandats. Et puis on a créé cette boîte à outils de prévention, dont je dirais peut-être un mot sur la fin, pour pouvoir envisager une ambition autour de la prévention primaire. Avec un constat un peu simple, hein. Moi j'ai d'abord travaillé beaucoup auprès des victimes, et puis j'en ai eu marre de ramasser des gens en morceaux, et je me suis dit que peut-être qu'il fallait agir auprès des auteurs potentiels ou à venir pour éviter qu'il y ait des victimes. Et donc c'était mon cheminement avec une consultation à Strasbourg de demandeurs d'asile, de personnes qui avaient été torturées, maltraitées, violées, traumatisées dans le monde entier, et qui venaient à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir ou leurs droits ou demander l'asile. Et donc du coup, suite à cette expérience clinique presque traumatique, on a eu l'opportunité de créer ces CRIAS, ces centres ressources, là à partir des années, fin des années 2000, une circulaire de 2006 puis 2008. Et donc du coup, ça a été une opportunité pour pouvoir travailler autour de la question des violences, sexuelles en particulier, mais des violences tout court en général, et de pouvoir envisager de la prévention primaire, c'est-à-dire donner des outils pour que des petits enfants, garçons, filles, ne deviennent ni auteurs ni victimes de violences, en particulier de violences sexuelles. Du coup, je vais dérouler mon topo avec un PowerPoint, parce que c'est vraiment le support classique académique, mais sincèrement, je peux m'en passer, et c'est pour fixer un peu votre attention, votre regard. Si vous relâchez un petit peu, je dirais des bêtises, ce qui permet de remobiliser votre attention. Et puis on est bientôt à la fin de semaine, donc du coup il se peut que je fasse des lapsus. J'ai malheureusement l'habitude de travailler dans toutes les situations les plus critiques, compliquées, difficiles. Donc du coup, on développe, vous savez, des phénomènes d'accommodation. Et donc du coup, je suis relativement anesthésié à tout ce qui concerne la souffrance, en particulier la souffrance sexuelle. Je dis relativement, parce que le jour où je ne sentirai plus rien, je changerai de métier. Vous savez, quand on croise des patients et qu'on ne sent rien du tout, il faut vraiment aller faire autre chose.
on est dans l'humain, et donc du coup, dans l'humain, on est malgré tout dans ces interactions. Et la neutralité bienveillante fonctionne jusqu'à un certain point, mais je vous encourage, vous, en tant que professionnel, je ne sais pas s'il y a des psychologues à venir dans l'assistance, hein, mais à toujours laisser passer ces mouvements psychiques, les identifier, pour pouvoir vous en servir plutôt que de les subir. Et donc du coup, dans le cadre de cette activité-là, je vais peut-être ce soir avoir un exposé qui concerne surtout les choses les plus compliquées, les plus difficiles, mais qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Je ne vais pas parler des petites violences ordinaires, on est dans une semaine de lutte contre les violences, LGBT, etc., phobie, mais mon travail, moi, consiste vraiment, je suis vraiment désolé, à intervenir en bout de catastrophe. Et donc du coup, si vous avez besoin que je remette le curseur sur des choses un peu plus simples, standards, classiques, n'hésitez pas. L'objectif, c'est de ne pas vous choquer. J'ai des collègues de médecine légale qui adorent mettre des photos de victimes et cadavres. C'est pas ça l'objet, quoi. On ne va pas faire ça, s'il vous plaît. Et donc, du coup, si ce que je dis, la représentation que je suscite, vous pose souci, problème, et déclenche des émotions compliquées, n'hésitez pas à lever la main, on interagit, on ajuste. Et l'objectif, c'est pas qu'à la fin de l'exposé, vous soyez plus mal qu'à l'entrée. Vous savez, laissez l'endroit aussi correct, rangé, propre quand vous êtes rentré. Mon idée, c'est d'améliorer, d'augmenter vos perspectives sur le sujet, mais de ne pas réduire la dimension émotionnelle à une catastrophe à venir. Donc du coup, tranquille, le sujet est compliqué, mon approche elle est gender fluide. Moi je suis tranquille sur la question du genre. On est sur des violences sexuelles au sens de la génitalité, qui parfois renvoient à la question du genre, mais au sens social, voire anthropologique, voire si vous voulez, on en parlera biologique. Mais moi, j'ai un continuum victime-auteur. C'est-à-dire que j'ai une approche des violences qui concerne à la fois les victimes et les auteurs, et on ne peut pas, d'après moi, traiter exclusivement une des parties au risque de maltraiter le problème. Je reviens à l'introduction, s'occuper des victimes c'est bien, mais on n'a traité qu'une partie du problème. Si je ne m'occupe pas de l'agresseur, c'est-à-dire de l'auteur, il va aller faire d'autres victimes. Et j'utiliserai le modèle des violences conjugales, qui est un grand classique. Pourquoi la victime reste auprès de l'auteur, en sachant que dans les violences conjugales, une fois sur 10, la victime subit des violences sexuelles. Donc les violences sexuelles, c'est ce continuum de violence. Et quel que soit le sexe du couple, je parlais de couple, quel que soit le sexe. D'accord ? Donc encore une fois, dans mon exposé, j'aborderai les choses de manière la plus transversale, la plus globale, en partant d'abord des personnalités pathologiques, puisque le sujet c'était psychopathologie des auteurs de violences sexuelles, donc on parlera de psychopatho, avec des éléments un peu généraux, génériques, là c'est vraiment tout public, et je vous donnerai des pistes de lecture. On parlera des pathologies de la relation, parce que ça peut favoriser finalement la dynamique de la violence, en particulier des violences sexuelles. Et c'est comme ça qu'on a des couples victimes-auteurs, voire des victimes qui deviennent auteurs, avec des phénomènes de transition du statut de victime au statut d'auteur. Et puis je parlerai de pathologie de la sexualité. On peut considérer les violences sexuelles comme un problème de violence qui va s'exprimer dans le champ de la génitalité, ou sinon un problème de sexualité qui va s'exprimer de manière violente. Et donc du coup on va polariser un peu les choses, ce qui est caricatural, mais qui vous donnera des repères de lecture psychopathologique et clinique. Si vous le souhaitez, on discutera prise en charge, mais j'aborde pas tellement de problèmes. J'aborderai ensuite la question de la prévention, et puis 2-3 mots de conclusion avec beaucoup de ressources bibliographiques. J'ai apporté quelques plaquettes aussi, si vous le voulez, vous prendrez tout ce que vous voulez. Moi, le diaporama, je vous transmets et vous ferez ce que vous voulez avec. On évoquait des bouquins que j'ai coordonnés ou écrits. Donc, victime, auteur de violences sexuelles, sexualité et transgression. On avait fait un bouquin pour les 10 ans du triage sur les violences sexuelles, nouvelles expressions, nouvelles prises en charge. Et puis, un bouquin sur les violences sexuelles dans l'église, si on se parlait. Un bouquin sur la question de la contrainte dans les soins en psychiatrie, qui vient élargir un peu aussi le débat. Donc ça, c'est vraiment autour de cette thématique-là. Et puis on fait beaucoup de choses au CRIAS avec des formations, des colloques qui sont gratuits. On a un colloque au mois de mai sur les perversions. Et donc une grosse journée, grand public, gratuit, et qui sera en partie retransmis, je pense, en stream. Quelques mots d'introduction. Pourquoi le sujet des violences sexuelles? Parce que c'est une catastrophe. Mais à tous les niveaux. Les statistiques, alors là on part d'enquête de victimisation, et c'est la situation de mémoire traumatique qui évoquait 225 000 victimes de violences sexuelles en France, avec 5 000 enfants, etc. Vous avez entendu des chiffres, dans une classe de 30 enfants de maternelle, 6 victimes d'inceste. Compliqué d'affirmer ce qui est la vérité. Si on prend les chiffres de la justice, c'est déjà une catastrophe, mais seulement une femme sur 10 va déposer plainte en cas des violences conjugales.
Et donc, dans le cadre d'un viol ou d'une agression sexuelle, on est à 1 sur 20, 1 sur 30. Donc, si on prend que les chiffres de la justice, c'est le pâle reflet de la réalité. En France, déclarés, condamnés, on est entre 8 et 10 000, 12 000 viols. Les chiffres des violences sexuelles ont augmenté de 30% entre 2019 et 2020. Alors, il y a plusieurs hypothèses, avec l'accès à une parole un peu plus simple. La libération de la parole et les mouvements MeToo, etc. vont participer de ça et c'est tant mieux. Avec ensuite probablement une prise de conscience du côté de la société et des victimes. Mais les conséquences, en particulier pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte, de violences sexuelles sont catastrophiques et majeures. Elles augmentent le risque relatif de développer tous les troubles psychiatriques, y compris la schizophrénie et l'âge adulte. Donc moi je suis psychiatre, si je veux avoir moins de gens à traiter, adultes, il faut réduire l'incidence et la prévalence des violences sexuelles. C'est mathématique et c'est probablement le principal levier sur lequel on peut avoir une action efficace pour éviter que les gens soient trop malades. Un enfant fracassé, ça fait un adulte fragile. C'est des maths. Et là, c'est du bon sens. Donc du coup, de réduire cette incidence, cette prévalence, c'est un enjeu majeur, avec une corrélation, par exemple, entre le nombre de violences sexuelles subies et ensuite les conduites suicidaires. Plus il y a eu des violences subies, plus il y aura des conduites suicidaires. Sur les troubles des conduites alimentaires, sur les addictions, ce qui renvoie à la dimension traumatique, éventuellement de consommation de produits qui vont réduire l'état de conscience et de vigilance pour provoquer des états dissociatifs et réduire la douleur. Donc on est sur ces répétitions, avec carrément parfois même le passage du côté obscur de la force de certaines victimes qui vont devenir auteurs. Tout ça, c'est pas nouveau. L'Organisation mondiale de la santé, avant la guerre en Ukraine, rappelait quand même depuis les années 2000-2005 qu'il y a eu un premier rapport sur les effets de la violence sur la santé. 2014, un énorme rapport sur la question de la violence et son impact sur la santé. Tant physique, bien sûr, alors le fait d'être coupé, amputé, etc., mais aussi sur le plan psychique, sur la santé obstétricale, gynéco des femmes, avec des conséquences majeures vie entière, et puis sur le développement de maladies chroniques. Aujourd'hui, on est sur une acceptation, dans le champ de la santé, d'un risque relatif augmenté de pathologies auto-immunes. Quand on a du mal à s'accepter soi-même, votre immunité aussi va commencer à rejeter une partie de vous, à développer des pathologies auto-immunes. Ce qui est une catastrophe. Donc vous vous rendez compte, je ne sais pas, je me rends si vous vous rendez compte, mais c'est à la fois sur le plan individuel une catastrophe, et à la fois en termes de santé publique une catastrophe. D'où l'intérêt de s'y coller un tout petit peu. Toujours en introduction, pour essayer de distinguer violence, agression, agressivité, le topo, là, c'est auteur de violences sexuelles. Comme si on mettait un petit peu des pincettes, on parle de victime, on ne parle pas d'agresseur. Et ça, c'est classiquement admis, on vient plus interroger sur les vocables. On a arrêté d'utiliser abuseur sexuel, qui était un anglicisme mauvais, les collègues belges utilisaient cette notion, pour parler d'auteur. Alors, j'avoue que je ne suis pas hyper tranquille avec cette notion, parce que moi je préfère auteur de livre, auteur de texte, quand on laisse une trace avec une plume, c'est quand même plus sympathique. Là, auteur de violence, qu'est-ce que ça signifie? C'est pour pouvoir justement faire le petit pas de côté, essayer de distinguer, ce que j'évoquais à l'introduction, quelque chose qui s'appuie d'abord sur un phénomène réactif, de violence et de lutte contre un effondrement, versus un phénomène proactif et agressif de destructivité. Et c'est là où on commence à polariser les choses. Sur le plan étymologique, si on parle du grec, avant le latin, philia, via, ça renvoie à la vie, et l'étymologie de violence vient de cette notion d'un agir nécessaire pour protéger la vie, ce qui renvoie à la légitime défense, à la protection. Je vous le dis, je vous informe, nous sommes tous ici potentiellement très violents, et peut-être même dangereux. C'est-à-dire que sur une situation où votre vie est menacée, de manière réactionnelle, vous pourriez être violent, et j'utilise toujours cette image d'une maman qui vient d'accoucher, qui est dans une espèce de bain de bonheur un peu mièvre. Si je viens dans la chambre et que je fracasse la tête du bébé sur le coin de la table, elle va basculer en une fraction de seconde en une louve assoiffée de sang qui va m'égorger. Et c'est presque légitime, j'exagère bien sûr, mais c'est comment est-ce qu'on transforme un sujet en quelque chose, j'allais dire, de très archaïque et pulsionnel, d'ultra-violent. Et c'est pas très compliqué. Et là aussi, d'un point de vue expérimental, on sait fabriquer des psychopathes. Alors j'exagère à peine. Mais si vous maltraitez un enfant et que la violence devient son lot commun au quotidien et la manière d'interagir, il va utiliser la violence. On est dans un continuum. Donc on peut fabriquer des gens violents, c'est pas très compliqué, les humains s'y prêtent assez bien. A l'inverse, si on participe d'une prévention efficace, on réduit le risque du recours systématique à la violence, y compris dans les violences sexuelles.
Ça, c'est de manière générale et ontologique. D'un point de vue étymologique et psychopathologique, on distinguera la violence au sens d'une réaction pour protéger son équilibre, sa sécurité, son intégrité, versus les processus agressifs, le latin, un peu après le grec, adressere, qui est un processus proactif, qui va rendre compte d'une dimension de recherche de bénéfices secondaires. Si je vole un téléphone portable, parce qu'il est beau et que j'en ai pas, on considérera que c'est une agression. Dans un service de psychiatrie, les patients schizophrènes ont des angoisses de morcellement. Et si j'ai un patient qui s'agit dans un service fermé, autour d'une table, et que le jeune infirmier vient et lui saisit le bras, le soignant va être frappé par le patient, qui craint, le patient schizophrène, que le soignant parte avec son bras, angoisse de morcellement, et du coup va réagir pour se protéger. À la fin, j'aurai une fiche d'incident qui dit agression de soignant. Mais si j'examine 2 minutes sur le plan clinique et psychopathologique, on est sur une violence psychotique en réaction à une angoisse de morcellement d'une intervention inappropriée d'un soignant. Alors, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, hein. Je fais juste la description psychopathologique et clinique. Je ne dis pas que l'infirmier a mal agi, je dis qu'il n'a pas agi de manière adaptée. D'accord? C'est pas pareil. Et une fois qu'on a compris ça, sur des situations d'agitation, on n'y va plus en mettant la main sur les épaules et en criant très fort. Parce que là, on se prend un coup de boule. Et c'est du bon sens. Okay? Et donc, du coup, dans cette analyse de ce qui peut susciter la violence, on va polariser un petit peu les choses pour aller mettre quelque chose de l'ordre du sexuel. Donc, distinguez bien violence-agression, agressivité dans cette propension, ce qui renvoie même à certains comportements archaïques et agonistiques dans l'éthologie, c'est-à-dire dans ce qui concerne l'étude des comportements des animaux. Les comportements agonistiques recouvrent tous les comportements nécessaires à la résolution d'un conflit. C'est quand 2 chiens qui se croisent vont grogner. Vous savez, ils montrent les dents. Ben, les humains, ils font pareil, surtout les garçons. Dans le tram, 2 types qui se regardent, tu me connais, tu me regardes. Ça, c'est un comportement agonistique. Et si, c'est des animaux. Donc on ne va pas se renifler derrière, hein, mais... Ouais. Et donc du coup, c'est très archaïque comme mécanisme. Hein. On est il y a quelques centaines de milliers d'années. Mais on est encore le reliquat de ça. Vous voyez, surtout les XY. Je suis XY. Hein. Il y a des messieurs dans l'assistance, je suis avec vous. Mais nous sommes un peu plus vulnérables sur la question de la violence. Hein, avec un recours physique et un engagement, pour différentes raisons, qui est plus systématique. Lecture dynamique du passage à l'acte, en distinguant du coup ce qui vient mobiliser finalement le recours à un agir qu'on va considérer de l'extérieur comme une agression ou une violence, donc d'un point de vue étymologique, dans ce qui vient le mobiliser en tant qu'objet, le but, le contexte de réalisation, le marqueur, dans un moment particulier il y a un contexte, un marqueur état, versus un fonctionnement, ce qui renvoie à un trait de l'agressivité. Donc ça, c'est une lecture un peu caricaturale, mais qui vous permet systématiquement de bien identifier sur le plan clinique et psychopathologique où on se situe, et du coup d'apporter une réponse adaptée. Si j'ai mon patient qui est très angoissé parce qu'il est persécuté, donc c'est l'environnement finalement qui va être un moyen, entre autres, mais pas seulement, pour réduire le niveau d'angoisse et réduire du coup le niveau de dangerosité, puisque s'il y a un risque de violence, on parlera de dangerosité, versus quelque chose qui est stable, quelqu'un qui a un recours systématique à la violence, par exemple physique, hein, aller faire du chantage, des menaces, frapper, etc. Où là, il va falloir agir un tout petit peu différemment pour pouvoir apporter des éléments de sécurité à la fois individuels et collectifs. Donc ces petits propos préliminaires pour planter le décor et vous donner des repères de lecture clinique et psychopathologique dans ces différents registres qu'on considère systématiquement de l'extérieur, soit comme de la violence, soit comme une agression. En sachant que l'agression renvoie une dimension morale quand même. Hein. Quand on a des agressions à l'hôpital, systématiquement, hein, c'est l'agresseur, je mets les guillemets, qui est en tort. Mais si j'ai cette lecture un peu plus psychopatho, je peux lire à travers les lignes que celui qui a agi, parfois, de son point de vue, dans sa subjectivité, c'était pour se protéger et pour protéger son existence, sa vie, son équilibre. Donc ça n'excuse pas, attention, hein, je ne suis pas en train d'excuser. Je suis en train de vous donner un éclairage sur le plan psychopathologique pour la compréhension. Du coup, ça nous renvoie à des modalités de fonctionnement et à des constructions autour de la question de la personnalité, avec quelques personnalités pathologiques, ce que certains de mes collègues experts appellent les boursouflures du moi, de l'ego, autour des 3 P, paranoïaque, pervers et psychopathe. Donc le paranoïaque, pervers et le psychopathe sont les 3 personnalités les plus problématiques et qui vont avoir un recours privilégié finalement à l'agressivité dans une forme de destructivité dirigée pour obtenir une plus-value. Donc il y a un intérêt à agresser, vous voyez, particulier. On n'est pas dans quelque chose de réactif, on est dans quelque chose de proactif,
qui renvoie à un fonctionnement et peut-être à une structure. Donc attention à bien distinguer. Hein. Finalement, j'ai assisté, j'entends parler d'un événement violent. Qu'est-ce qui s'est joué? Qui a agi? Comment? Et peut-être pourquoi, mais d'un point de vue de la subjectivité. Hein. D'accord? De l'extérieur, c'est toujours compliqué. Donc je vous déconseille d'analyser stricto sensu le midi libre. Hein. Il faut croiser vos lectures pour avoir une approche un tout petit peu clinique et psychopathologique. Dans les classifications psychiatriques, on a par exemple le DSM, qui est la classification nord-américaine. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la classification, simplement pour vous dire que les pathologies psychiatriques évoluent et que les troubles de la personnalité, qui étaient regroupés en 3 clusters dans le DSM-4, ont été supprimés, ces clusters, ont été réduits, hein, c'est passé à la casserole. Et puis finalement, il nous reste la personnalité antisociale, la personnalité narcissique, qui, la personnalité antisociale, renvoie sur le plan psychopathologique à la question de la psychopathie, qui, la personnalité narcissique, renvoie sur le plan psychopathologique à la question de la perversion. Le paranoïaque, il est sorti carrément du champ, mais comme il était sorti avant l'hystérique, qui était devenu la personnalité histrionique, donc on voit aussi la dimension sociale, culturelle et anthropologique hein, de l'évolution, de la nosographie des diagnostics psychiatriques. Donc avec cette relativité là aussi, hein, ce que je vous dis aujourd'hui, il y a 100 ans, j'aurais pas pu vous le dire, et dans 100 ans, on dirait sûrement autre chose pour traiter le même sujet. Donc attention, on est, je mets des guillemets, victime et auteur d'une époque. On est dans notre époque et du coup, je vais vous servir la soupe de l'époque. Hein, mais encore une fois, en étant lucide, justement, sur ce contexte. DSM-5 de toute la personnalité narcissique, je vous le disais, c'est probablement là que se cache le pervers, le sens grandiose de sa propre importance, des fantasmes de succès illimité, pense être spécial et unique, besoin excessif d'être admiré, la dimension égo et autocentrée, pense que tout lui est dû, hein, et il va satisfaire ses besoins directement, va exploiter l'autre dans les relations interpersonnelles à ses propres fins, déficit d'empathie, ce qui permet d'économiser la culpabilité, ça sur le plan de l'économie psychique c'est super rentable. Quand vous n'avez pas d'empathie, ben, vous pouvez faire plein de trucs, sans culpabilité, sans honte, sans regret, sans remords. Et ensuite, des désirs, alors ce qui renvoie à la jalousie, les petits éléments un peu parano, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain, parce qu'il a une grande estime de lui. Donc c'est là où on va retrouver ces boursouflures de l'ego, hein, avec cette dimension très narcissique et autocentrée. Pour affirmer la psychopathie, on utilise une échelle qui est l'échelle de R, H-A-R-E, qui est un neuropsy américain, qu'il a créé dans les années 80, qui propose 4 dimensions. Et donc cette évaluation elle est assez dynamique. On a un cut-off, un seuil quand on va scorer pour affirmer la psychopathie, mais ce n'est pas un diagnostic clinique. La psychopathie renvoie à la psychopathologie comme la perversion. En psychiatrie, on ne dit pas que quelqu'un souffre d'un trouble pervers, ça n'existe pas. On va dire qu'il souffre d'un trouble schizophrénique, d'un trouble bipolaire, mais sur le plan clinique et psychopathologique, on pourra évoquer la question de la perversion, on pourra évoquer la question de la psychopathie. Donc la psychopathie, c'est là qu'on va l'évaluer et l'objectiver, en particulier en matière expertale. Vous savez qu'on demande aux experts d'aller au tribunal et puis d'expliquer tout ce qui s'est passé et de faire la photographie instantanée de la psyché, de l'inconscient, de l'agresseur et parfois de la victime. Et donc pour affirmer la psychopathie, il faut utiliser cette échelle qui renvoie à cette dimension des relations interpersonnelles, à la dimension de la vie affective et émotionnelle, au style de vie, et enfin à tous les comportements antisociaux. Et donc en identifiant finalement dans ces différentes sous-échelles ces items et en les scorant, on va avoir une idée un peu plus précise hein, de ce qui pose problème dans les interactions sociales et ce qui sera une invitation en termes de cible thérapeutique pour la prise en charge et les soins. Donc ça nous permet aussi d'améliorer les soins et la prise en charge, pas dans une perspective sécuritaire, mais dans une perspective de bien-être et de santé. Toujours sur ces aspects du noyau finalement de l'auteur d'agression et de violence, on est sur, vous savez, un phénomène historique issu de la criminologie, à partir de la phrénologie de Gall et des théories de Lombroso autour du criminel né. On avait pensé que la forme du crâne permettait de prédire finalement des comportements. C'est de là que vient la bosse des maths hein, quand même. Hein. Le 18e, 19e siècle, hein, on est sur des explications à partir d'autopsies et d'études de la forme du crâne de certains auteurs. Aujourd'hui, on est plus moderne. La phrénologie 3.0, c'est à partir de l'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des études d'IRM fonctionnelles qui étudient le cerveau de certains auteurs de crimes pour essayer de déterminer s'il y a des caractéristiques propres à ce cerveau et ensuite essayer d'anticiper, c'est-à-dire on fait passer des sujets dans des machines pour pouvoir dire « Ouh là là, il a la même altération du fonctionnement fronto-orbital inférieur
que des violeurs, donc c'est un violeur. Même danger, hein. Vous voyez ? D'affirmer sur la base d'une observation anatomique ou fonctionnelle que quelqu'un va réaliser un passage à l'acte, ça n'existe pas. Je vais dire autrement, le gène de la pédophilie n'existe pas. Le gène du tueur n'existe pas. Okay ? Donc du coup, il faut vraiment faire le petit pas de côté, parce que malgré tout, depuis les attentats du 11 septembre, en particulier les Américains, ont mis beaucoup d'argent pour pouvoir, par exemple, en IRM fonctionnel, dépister les menteurs, dépister les terroristes, dépister les méchants, avec des travaux sur le siège de l'âme. Qui cherchent l'âme au milieu, en IRM fonctionnel. Bon, je pense qu'ils vont chercher un bon moment. Mais c'est pas grave, c'est pour vous dire qu'on peut rapidement errer dans ces recherches, cette quête de vérité, avec malgré tout un passif, on a un héritage, j'allais dire socio-culturel, voire anthropologique européen, autour de la question de la criminologie, de la criminalité. Mais par contre, si on s'appuie malgré tout sur ce noyau qui avait été décrit donc, par des criminologues éminents à partir du 19e siècle et au cours du 20e siècle, on reprend ces différentes dimensions sur le plan psychopathologique, le déficit d'empathie, cette propension à l'égocentrisme, à la manipulation, à la domination et l'absence de culpabilité. C'est le noyau commun de ces trois fonctionnements, de ces trois organisations de la personnalité sur le plan psychopathologique. Le paranoïaque, le pervers et le psychopathe. Et en sachant que, je vous le redis, et j'insiste, il s'agit, nous, en termes cliniques, d'aller identifier ces fonctionnements qui participent du risque de violence, et en particulier pour certaines personnalités, dans ces aménagements et ces organisations perverses, le risque de violence sexuelle. Et donc c'est à partir de cette étude, analyse, description psychopathologique et clinique qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir comprendre finalement la violence sexuelle agie par cet auteur. Et donc à chaque fois, j'insiste, une violence, c'est la rencontre d'un auteur et d'une victime dans un contexte particulier avec un agir particulier. Et à chaque fois, on fait de la haute couture, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'analyser les différentes dimensions, systématiquement. Et ce n'est pas automatique. Il n'y a pas un profil d'auteur de cannibalisme maternel, ça n'existe pas. Même si c'est plutôt un crime de schizophrène. Et les patients schizophrènes décompensés, délire sur la famille, ils ont plutôt tendance à réaliser des parricides, donc tuer les parents. Et la décapitation, l'énucléation, c'est plutôt des passages à l'acte de patients schizophrènes décompensés. Par contre, les patients schizophrènes, ils ne vont pas participer à un jacking, ils ne vont pas braquer une banque, ou un fourgon, ils ne savent pas faire. Donc il y a un vrai déficit social, cognitif, qui fait que dans la criminalité organisée, les patients schizophrènes sont exclus. Et ils n'ont pas accès. Donc la question des schizophrènes, sont-ils dangereux? Pas vraiment. Et quand ils sont correctement diagnostiqués, traités, pas du tout. Alors que le grand banditisme international, lui, vous pouvez traiter ce que vous voulez, ça continue d'être particulièrement dangereux. Donc attention, encore une fois, au référentiel et au sujet que vous abordez. Sur le plan psychopathologique, le paranoïaque, méfiance, réticence, surestimation de soi, fausseté du jugement, il est rapidement suspicieux, c'est le jaloux, qui, parce qu'il est jaloux, va contrôler. Et la question impossible, vous savez, du paranoïaque, est-ce que tu me trompes? Le paranoïaque qui dit ça à sa femme, est-ce que tu me trompes? Il n'y a pas de bonne réponse. On a vu un type arriver, il avait poursuivi sa femme avec une tronçonneuse. Elle s'était réfugiée dans la voiture, il avait attaqué la voiture à la tronçonneuse. C'était un petit village un peu paumé. Et en fait, il l'avait mais vraiment harcelé pendant des heures en lui disant « tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes ». Parce que, depuis quelques semaines, elle avait une promotion. Parce que du fait de la promotion, elle rentrait plus tard. Parce qu'il vérifiait ses kilomètres, il tenait un petit carnet de ses horaires, etc. Et elle faisait plus de kilomètres. Parce qu'elle avait changé de parfum. Parce qu'elle était passée chez le coiffeur. Et donc du coup, il mettait tout ça bout à bout, il allait prendre son pain chez le boulanger, parce qu'on avait eu après le maire du village. Il allait prendre le pain et disait à son copain boulanger, putain, ma femme et tout, il devrait, lui, le boulanger, qui disait, fais gaffe, tu sais, à cet âge-là, la quarantaine, petite crise, machin, tac. Il allait chez le boucher, il disait au boucher, viens ma femme, j'ai des doutes, et le boucher qui disait, fais gaffe, tu sais, les cornes, ça pousse vite. Moi, mon neveu, il a chopé des cornes. Et donc du coup, ce monsieur qui était déjà bien paranoïaque dans sa personnalité, qui venait comme ça voir, faire ses courses dans le village, et à chaque fois qu'il se confiait, on lui disait, tu devrais quand même faire gaffe. Ça augmentait son niveau d'attention et de vigilance, jusqu'au jour où il la bloque et il lui dit, tu me trompes. Il n'y a pas de bonne réponse. Elle lui disait non. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la menaçait. Dis-moi la vérité. Jusqu'à sortir une arme classique. Et là, il dit oui, je te trompe. Mais style, c'est bon, lâche l'affaire. Mauvaise réponse. Tronçonneuse. Oui. Et donc du coup, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est l'impasse. On est face à un paranoïaque qui décompense. Okay, et il est dans sa conviction qui devient délirante.
C'est ce qu'on a en droit autour du syndrome d'Othello, hein, avec la difficulté pour les jurés de pondérer, en disant, ouais, elle a été quand même un peu méchante, et puis lui, c'est pas sa faute, et puis ils s'étaient passionnés, ils étaient passionnés. Hein, et puis après, on parle de crime passionnel. Ça, c'est un peu n'importe quoi, ça. Hein. On est dans des formes, finalement, de rationalisation sociale autour de passages à l'acte ultra-violents, y compris sexuels. Donc, attention à la question des passions. Ensuite, du côté du psychopathe, l'intolérance à la frustration, la forme de détachement émotionnel, hein, pas d'empathie du tout, avec l'agressivité comme registre habituel d'interaction sociale. Et tout le temps, hein, et en permanence. Et puis le pervers, si on fait un petit focus, parce que sur la question des violences sexuelles, on va reparler du pervers et de la perversion, avec l'utilisation d'autrui, la froideur émotionnelle et le détachement, dans 3 directions, le pervers de caractère, le pervers narcissique et le pervers sexuel. On en reparle un tout petit peu tout à l'heure, parce que ça renvoie à une modalité de relation particulière, qui est le contrat pervers, à chaque fois qu'un sujet est réduit à l'état d'objet de la jouissance. Le contrat pervers, c'est ça. Le sujet est réduit à l'état d'objet de la jouissance du pervers. Et il y a plein de modalités, hein. Il y a plein de contrats en fait, hein, où on pense être sujet désirant, libre, etc. Ben, finalement non. Et le pervers, lui, il est ceinture noire pour identifier le désir du névrosé et venir tirer sur le désir du névrosé, hein, pour pouvoir le piéger. J'ai l'habitude, vraiment pour les étudiants de première année infirmiers, pour résumer la psychiatrie en une seule phrase, de dire le névrosé rêve d'un château en Espagne, donc le désir, l'inconscient, l'herbe est plus verte à côté, etc. Le psychotique habite dans un château en Espagne, lui il est convaincu d'y être, et il est bien, à la limite, hein, ou sinon parfois il a peur d'être envahi, attaqué. Le pervers fait de l'immobilier, donc il fait du business sur le désir du névrosé, et le psychopathe, il fait du homejacking. Donc le névrosé rêve d'un château en Espagne, le psychotique il habite dans ce château en Espagne, le pervers il fait du business, de l'immobilier, et le psychopathe du homejacking. Et là, vous avez les grands repères, hein, de la psychopathologie clinique, de la psychiatrie. Donc, encore une fois, du côté du pervers, il s'agira d'identifier les mécanismes qui vont participer éventuellement dans la relation, y compris la relation sexuelle. C'est quoi John Jackin, s'il vous plaît? Ah, pardon. Je le déconseille. C'est quand vous êtes tranquillement chez vous, et il y a 3 cagoulés, en moyenne ils sont minimum 2 voire 3, qui débarquent à la maison, qui vous braquent, qui séparent les membres de la famille, en particulier le couple, qui vont faire très peur au monsieur pour récupérer le code de la carte bleue, tous les bijoux, tout l'argent. Et éventuellement même aller jusqu'à la tirette à billets pour qu'il tape le code et il sort toute la thune. Et alors, la maison pour tout le monde, hein, c'est l'endroit où on est en sécurité. Je dis ça pour 2 raisons. La première, c'est que les violences sexuelles, elles s'agissent le plus souvent chez l'enfant, dans la maison ou dans l'enceinte familiale. 80%. Alors que c'est l'endroit où on est en sécurité, du coup, quand ça fait effraction dans l'endroit où il y a théoriquement la sécurité, c'est une catastrophe. On devient en insécurité permanente pour toujours. Ensuite, dans le homejacking, c'est horrible aussi. Parce que c'est pas le cambriolage. Le cambriolage, vous avez l'impression que c'est sale, c'est souillé. Ils sont venus, ils ont pris, et vous avez encore la sensation de la présence, hein, ou que votre intimité a été souillée, ce qui renvoie à la question psychique du viol. Là, ils habitent avec vous. Et ils viennent prendre tout ce qu'ils veulent, avec un sentiment de vulnérabilité et l'horreur d'être séparés. On ne sait pas ce qui se passe pour le conjoint et pour l'autre. S'il augmente le niveau de stress, c'est une forme de torture psychique qui permet de faciliter l'accès à la carte bleue. Donc le homejacking, c'est sale. Et d'ailleurs, dans la pyramide du crime, vous savez qu'il y a une pyramide dans le crime, peut-être pas. Alors du coup, dans la pyramide du crime, tout en haut, les plus valorisés socialement dans la pyramide du crime, c'est les braqueurs. Et les braqueurs de banque sans faire de mort. Donc avec des gros braquages, etc. Et ça, c'est le braqueur. Et puis ensuite, il y a le braqueur de fourgons. Celui qui fait des fourgons, c'est classe. Parce qu'il y a les gros bazookas, les gros zizi, tout ça. Et donc du coup, ça, c'est classe. Et puis ensuite, on descend. Et quand on arrive un peu limite, rez-de-chaussée, rez-de-jardin, cave, là, c'est le homejacking, c'est un peu ça. Hein, et entre eux, ils disent, moi, je ne vais pas saucissonner des gens. Parce qu'effectivement, on saucissonne des gens. On saucissonne pas. Et après, la cave, par contre, en dessous, là, sale, c'est les agresseurs sexuels. Et puis tout en bas, c'est les agresseurs pédosexuels. Ce qu'on appelle dans la prison les pointeurs. Donc ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, c'est différent. C'est genré, la pyramide du crime. Pour les filles, en bas, du bas, ce sont les mères infanticides. Donc une mère infanticide écrouée, elle est en danger de mort. Elle risque de se faire lyncher par la population pénale. Pour de vrai. Alors qu'un pédophile, si vous le mettez dans la détention, il est en danger de mort. Hein. Et donc c'est pour ça qu'ils sont séparés du reste de la détention pour leur sécurité. Mais une mère qui a causé un infanticide, il faut aussi la protéger, parce que le risque, c'est que les autres femmes écrouées la tuent. Donc on est dans ces représentations, hein, ce qui renvoie à quelque chose de très très social et finalement et anthropologique.
Et donc du coup, voilà, si je dis un truc technique, dites-moi, arrêtez-moi. On n'est pas en psycho, donc oui. Non mais l'homejacking, c'est de la criminaux, c'est de la justice, c'est de la délinquance, c'est même pas de la psycho, ça. Ok. Du coup, voilà, le psychopathe, il fait du homejacking, hein, il débarque et il prend, il braque, il est agressif, il est proactif. Ah, il n'est pas fun, hein. C'est pas super fun, c'est pas super fun. Le souci là-dedans, là, dans ces trois personnalités, c'est la victime. La victime, elle est réduite pour des raisons très différentes au silence. Et pour des raisons différentes. Et donc du coup, la difficulté, c'est de rompre le silence. Je le redirai 300 fois dans cette conférence, la difficulté, c'est de rompre le silence. Et en particulier pour la victime. Donc imaginez, enfin, elle est terrorisée par le psychopathe, elle est sous le joug du paranoïaque, un tyran domestique, ou elle est prise dans l'emprise du pervers. Comment elle fait? Comment elle fait? D'autant plus que, je le redis, elle n'a pas forcément conscience d'être victime. L'enfant qui, chaque soir, le papa il vient, il fait un gros câlin, un bisou, il met la main dans la culotte. Depuis tout petit, c'est comme ça, et il doit penser que c'est comme ça ailleurs. La dame qui se fait fracasser par son conjoint et qui reste parce qu'il y a des enfants poussés pour son bien, elle va le sauver, elle ne se considère pas comme une victime de violence conjugale. Okay? Donc pour des raisons différentes, la victime va rester auprès de l'auteur parfois, ou être réduite au silence. Donc petits travaux dirigés pour essayer d'illustrer justement la position de ces personnalités problématiques au regard du type de violence. Si je considère en abscisse la fréquence de l'acte, alors là-bas c'est peu fréquent et ça va être en ordonnée extrêmement violent, et donc quand c'est peu fréquent, extrêmement violent, c'est le meurtre, c'est l'assassinat, donc c'est une fois, on meurt qu'une fois normalement, hein. Et le meurtre du conjoint dans la violence conjugale, ça s'appelle un uxoricide. Uxor en latin, c'est l'épouse, et donc uxoricide, c'est le meurtre du conjoint. Et ici, là, tout en bas, petite gravité, mais fréquence élevée, ça sera tout ce qui concerne les violences verbales, les humiliations. Et donc si, c'est une construction, c'est un modèle, je m'amuse, je mets des guillemets, à essayer de cranter sur ces deux axes les violences, donc je te donne 30 € par semaine pour faire à manger, acheter tes cigarettes, chantage pour avoir des relations sexuelles, des menaces, des insultes, tu es moche, tu es laide, tu es grosse, des humiliations, ensuite des violences et des agressions sexuelles, des coups, cigarettes, etc., séquestration, on enferme dans la chambre, des brûlures, des mutilations, des viols et du uxoricide. En France aujourd'hui, tous les 3 jours, hein, les 3 jours et demi, une femme décède de violence conjugale. Les hommes, c'est à peu près tous les 10 jours, 8-10 jours. Les hommes aussi meurent. On verra que c'est une clinique particulière des violences, et y compris des violences sexuelles. Et donc du coup... Mais les hommes, ils meurent de violences conjugales ou juste en général? Alors, les hommes, quand j'évoque les violences conjugales, c'est dans les suites de violences conjugales. Dans les suites de violences conjugales, en France aujourd'hui, tous les 8 à 10 jours, il y a un homme qui meurt. Alors, ça peut être dans un couple homosexuel. Je ne présage rien du sexe de l'autre. Ok? Mais simplement, sur le plan biologique et génétique, XY et XX, une femme tous les 3 jours, un homme tous les 8-10 jours. En sachant que, on le reverra, mais dans 40% des uxoricides, l'auteur se suicide dans la foulée. Alors, il se suicide, tentative de suicide jusqu'à 60%, et dans 40% des cas, il ne se loupe pas trop. Et quand il y a quelqu'un qui se loupe, par exemple, je tue mon épouse et je me loupe, ça fait un assassinat, hein, avec préméditation. Et donc, du coup, en détention, nous, une fois par an, on va arriver à un monsieur, plus souvent, qui s'est loupé. Alors, parfois, les chirurgiens maxillofaciaux sont ravis parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y avait un garde champêtre qui n'avait pas mis dans le bon axe, hein, qui s'était fait le visage et qui n'était pas mort. Mais globalement, c'est toujours le risque en 2 temps, hein, que la personne qui s'est loupée dans le cadre d'un suicide élargi, que j'appelle moi un égocide, un suicide aux confins du soi, surtout pour le paranoïaque, qui aura tendance à considérer que l'autre lui appartient. Tu m'appartiens et si tu menaces de me quitter, c'est une amputation. Donc je décide, parce que c'est moi le patron, de me tuer, mais comme tu m'appartiens, je t'emmène. Jusqu'à parfois le chien, les enfants, la maison. Je tue le poisson, le chien, on a vu ça. Hein. Les animaux domestiques, c'est la famille. Ils tuent les enfants, et ils tuent l'épouse, et ils se suicident en ayant mis le feu à la maison. Il y avait une célèbre histoire comme ça, Saint-Julien-en-Genevois, un docteur roman qui disait qu'il était cardiologue à l'OMS. Je ne sais pas si vous avez vu L'Adversaire. Ça ne vous parle pas, ça? Non. Donc un monsieur qui avait menti toute sa vie, qui racontait des histoires, qui allait être démasqué. Et finalement, pour ne pas ternir l'image qu'il avait mis 30 ans à construire, il est d'abord allé tuer ses parents, ses propres parents, pour pas qu'ils soient déçus. Et puis ensuite, il est rentré à la maison, il a tué les enfants, sa femme, le chien.
Et ensuite, il a mis le feu à la maison, il s'est suicidé, mais les pompiers passaient par là, ils l'ont éteint, ils l'ont récupéré, il a été écroué, il va bientôt être libéré. C'était il y a longtemps. Relisez ou regardez l'adversaire. Donc, c'est vraiment des situations extrêmes qui renvoient à ces personnalités complexes, à des formes de violence qui sont peu visibles, encore une fois, mais qui sont majeures. Je reviens à cette proposition. Donc du coup, attention là aussi, c'est ce que j'évoquais sur la diapo précédente, vous ne pouvez pas juger de l'impact d'une violence. Ça renvoie à l'histoire, à la subjectivité du sujet. Parfois, quelque chose qui peut vous paraître anodin peut laisser une séquelle psychotraumatique majeure. J'ai en souvenir une dame qui travaillait en Suisse, qui était une Française qui travaillait en Suisse. Déjà, quand on est expat, il faut pouvoir s'affirmer. Et en plus, elle était chef d'entreprise pharmaco. Il y avait eu une journée de discussion avec des syndicats, c'était très tendu, dans le cadre d'un conflit social. Fin de journée, elle sort pour que son chauffeur passe la chercher, et pour une raison sûrement absurde, alors qu'elle est sur le trottoir, qu'elle va pour monter dans la voiture, elle avait des talons, elle glisse et elle tombe dans le caniveau, entre le trottoir et la voiture. Il y avait tous les représentants syndicaux qui étaient là. Alors, ils se sont bassinés, bien sûr, la patronne a fini dans le trottoir. Enfin, dans le caniveau, c'est bien. Elle ne s'est jamais relevée. C'est-à-dire qu'elle a présenté un problème à la cheville, probablement psychosomatique, avec une algodystrophie, qui était le symptôme psychotraumatique de l'humiliation ultime qu'elle avait subie. Donc là, encore une fois, ne présagez de rien. La question traumatique, c'est le sujet qui le sait, c'est pas vous. Et vous ne pouvez pas dire « Ah, petite violence, donc petit trauma ». Il y a l'inverse, l'avion qui s'écrase. Alors, il y en a 10% qui vont partir complètement confus et à moitié hystéro, mais c'est normal, c'est des stats. 30% qui vont être très très choqués. Et puis les autres, tout doucement, ça va se décaler. Et puis il y en a entre 50 et 30% qui vont ne pas développer du tout de symptômes psychotraumatiques. Ça renvoie à la résilience. Donc c'est pas automatique cette affaire, d'accord? Mais ne présagez de rien et ne projetez pas vos propres angoisses, ou parfois vos propres désirs de thérapeute. Donc du coup, attention. Le souci, c'est de pouvoir identifier ce qui se joue et ce qui se noue dans cette cascade, avec des violences psychologiques ici et des violences physiques ici. Donc si on essaye de repositionner le névrosé, le psychopathe, le parano et le pervers, notre ami névrosé, vous le mettez où? C'est-à-dire quoi? Ouais, plutôt ici en bas, bien sûr. Alors le névrosé, il va jusqu'où, à votre avis? Parce qu'à la limite, vous mettez là l'humiliation. Alors, déjà, c'est un peu coquin, là, parce que le mécanisme d'humiliation, il renvoie à une forme de siphonnage, vous savez, narcissique. Donc, on va comme ça au contact, on siphonne, il y a une perte d'estime de soi, du coup, on commence à avoir l'ascendant. Ça, c'est un peu coquin, ce qui renvoie à l'emprise, finalement. Donc, le névrosé, ça s'arrêterait probablement quand il est un peu fatigué, fin de semaine, alcoolisé, que son équipe de foot préférée a perdu, ici. Donc, vous savez qu'il y a plus de violence quand le PSG perd. Enfin, bref. Donc, du coup, ensuite... Le paranoïaque, le pervers et le psychopathe. Où est-ce que vous les mettez? Ah non, mais de la caricaturale, vraiment. Allez, on peut mettre le pervers si vous voulez. Le pervers, effectivement. Le pervers, j'ai évoqué la question d'humiliation sur la dimension narcissique. Le pervers, c'est caricatural ce que je veux dire. Mais le pervers qui ne veut pas se salir en costume. Patron du FMI, il va pas salir, il tape pas. Moi, j'ai une situation où le type il me dit mais docteur, regardez, elle est tellement folle que je suis obligé de la frapper. Des fois, je suis tellement fatigué que je lui demande de se frapper toute seule. Effectivement, la dame se mettait des tartes. C'est puissant ça quand même. Pas salir. D'accord. Donc pervers. Ensuite, il nous reste le psychopathe et le paranoïaque. Vous mettez qui là? Le psychopathe tout en haut, vous mettez viol, uxoricide. Ouais. D'accord. Et le paranoïaque? Séquestration. Paranoïaque, séquestration. Comment? Mutilation. Pourquoi il va couper paranoïaque? Paranoïaque, il veut tout, lui. Il négocie pas. Ah, le parano, il tue. Le parano, il tue. C'est tout ou rien. C'est ce que j'évoquais sur le suicide élargi et docile. Le parano, il tue. D'accord? Donc, repérez bien cette dynamique dans le fonctionnement de l'agresseur, voire de l'auteur, pour pouvoir justement identifier ce qui se joue dans la violence. Et là, c'est caricatural, encore une fois, en sachant qu'on a positionné le pervers, le psychopathe, lui, qui va
il va agresser, il va prendre, il va taper, il va terroriser, et puis le paranoïaque qui viole parfois, j'allais dire, sans le savoir. C'est-à-dire que le type, c'est un tyran domestique, donc c'est un droit. Hein. Ben docteur, on est mariés, quoi. Le devoir conjugal. Donc du coup, et puis elle dit pas qu'elle veut pas. Hein. Elle dit, oui, mais si elle dit rien, ben, qui me dit mon consent? D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle participe? Non, mais enfin, elle est quand même là. D'accord. Et donc du coup, une relation sexuelle dans relation, il y a la notion de relation. Vous voyez? Là, il n'y a pas de relation. Il y a un acte sexuel qui est agi, réalisé, voire imposé. Ça s'appelle un viol. Avec d'autres situations, j'ai en tête une vieille dame qui était venue me consulter, son mari était dément. Il avait une démence frontotemporale et avec des inhibitions sexuelles. Et donc, elle avait 72 ans, je crois qu'elle avait 78 ou 80 ans. Je vous dis que les sujets âgés ont une sexualité. Et certains sujets âgés masculins ont encore pas mal de testostérone, il était un peu énervé le garçon. Et donc, la dame, du fait de la démence et de la désinhibition, elle subissait des viols, mais quasi tous les soirs et tous les jours. Oui. Mais donc, la conscience de la question, je vous disais, de la violence au sein du couple, et de la violence sexuelle même. En disant, ah, vous savez, docteur, à mon âge, ben justement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire à mon âge? On est mariés depuis 50 ans, machin, etc. Et alors, est-ce que ça permet d'accepter, de justifier? Donc la rationalisation, elle se joue aussi parfois du côté de la victime, ce qui nous renvoie à la question de la relation. Donc la dimension sadique, on peut la retrouver chez tout le monde, y compris à bas bruit, chez le névrosé. Vous pouvez avoir un petit plaisir, en disant, ah, tiens, il est tombé, ça m'a amusé. Il s'est fait mal. Hop, c'est marrant. Okay, et donc du coup, attention, pour nous, c'est un facteur de risque et de dangerosité, voire de récidive. Si on avance du côté de la pathologie de la relation, donc ce qui se joue dans l'interaction. Et je vais utiliser le modèle des violences conjugales, parce que la question du couple, c'est probablement le meilleur modèle. Dans le modèle du couple, c'est 1 plus 1 égale 1, ce qui est un peu fou comme équation. Une personne plus une autre personne égale un couple. Et sur le plan étymologique, la couple, c'était un nom féminin qui désignait une pièce de cuir entre deux chiens pour la chasse à courre au gros gibier. On attache les deux chiens, la couple c'était ça, cette pièce de cuir, et on allait chasser l'ours dans les Pyrénées. Et ça veut dire que s'il y a un chien qui se fait attraper, l'autre il y passe aussi, puisqu'ils sont attachés entre eux. Vous voyez, la couple c'était ça, c'était à la vie et à la mort. Et puis ensuite, évolution de la société, le binôme, et donc du coup c'est le couple. On a remis, heureusement, du masculin sur le couple, parce que c'est le pater familial dans le couple social. Et donc, y compris dans notre langue, vous voyez comment ça évolue cette histoire. Et donc, dans l'histoire du couple, les deux personnes vont se retrouver autour d'un projet commun. Allez, faisons des enfants, au hasard. On fait des enfants, avec souvent une asymétrie. Par exemple, là, on est pendant la grossesse, c'est souvent la dame qui porte pendant la grossesse. Et ensuite, il va y avoir un décalage, un remaniement, une famille, et puis ensuite, les membres de la famille vont devenir aussi des individus autonomes et indépendants, et pouvoir participer à organiser un nouveau couple. Avec, sur le plan éthiopathogénique, dans la construction du sujet, ses représentations pour s'engager dans la relation, les imagos archaïques parentaux, la question du narcissisme qui renvoie à la construction de l'identité et de la personnalité, la question de la culture, l'éducation, la religion et les origines, et puis la question, bien sûr, du roman familial, au sens analytique du terme et dynamique, avec aussi la part d'hérédité, sans jamais, j'insiste, qu'il n'y ait de gêne ou de la violence ou de la bêtise. C'est pareil des deux côtés. Donc du côté de la victime aussi, on est dans cet engagement pour porter ensemble un projet commun. Et nous, dans l'analyse de la violence, en tant que clinicien, on va essayer d'être le plus précis possible pour identifier finalement ce qui se joue dans la couple à l'ancienne, c'est-à-dire dans l'interaction et la relation. Là, par exemple, c'était deux toxicomanes. Ils avaient l'illusion de partager quelque chose, en fait, c'était le produit. Ils ont un enfant, le bébé pleure la nuit, le monsieur il en a marre, il est fatigué, il met un oreiller, l'enfant meurt. Donc il n'y avait pas vraiment d'enfant, il n'existait pas l'enfant, c'était du bruit. Et donc du coup, un couple avec une espèce de projet en faux self. Ici, ils avaient un projet de restaurant ensemble. Le monsieur était un ancien pilote de ligne et il l'avait arrêté, il était à la retraite très tôt. Il avait rencontré sur internet une dame et ils avaient pour projet de monter un restaurant. Ils font toutes les démarches, elle était prête à s'occuper de la salle, et lui la gestion administrative et financière. Ils vont rencontrer des banques, et la dame, en fait, elle sort avec le banquier. Et le monsieur se retrouve tout seul. Donc du coup, ce qui fondait la relation, c'était ce projet commun, mais finalement, ils n'avaient pas eu le temps d'accrocher grand-chose sur le plan interpersonnel. Du coup, il s'effondre, il va chercher le fusil de son père, il passe une après-midi avec le fusil dans la bouche, il n'arrive pas à se tuer. Qu'est-ce qu'il fait? À la fin d'après-midi, il va sonner chez la dame, il lui tire dans la tête. Il était nul, c'était pas un chasseur, c'était du gros sel à l'intérieur, donc ça l'a beaucoup blessé, mais ça l'a pas tué. Il a été bien sûr incarcéré, une forme de suicide social. À votre avis, il a été condamné à combien?
Pas beaucoup. Pardon. Combien? Un homicide, en plus un assassinat, hein. Oui, mais Ça va dans les 10 elle est ans. pas morte, du coup, la personne. Alors, on considère que la tentative, sur le plan juridique et pénal, c'est comme si on avait... 3 ans de ferme, 2 ans de quand ferme. même. Bah, un viol, c'est à peu près ça, non? Non, c'est pas ça. Je vais pas vous dire ça. Il a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle, ce qui est peu sur un assassinat en tirant une balle dans la tête quand même. 7 ans. Il a fait 4 ans. Voilà, c'est parce que Il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans, parce que les remises de peine, etc. machin. Et quand il est sorti, il allait s'enfermer dans un monastère. On était en 2011. On est en 2022, il y est toujours. Parce qu'il estimait qu'il n'avait pas été assez puni. Vous vous rendez compte? Donc du coup, alors encore une fois, c'est la question de la sanction, de la punition, du rapport à soi, de la morale, du regret, des remords, etc. On n'a jamais la garantie de les faire. Hein. Je travaille en prison depuis très longtemps, malheureusement, et j'ai tout vu en sachant que la prison en soi, ça ne guérit pas, et ça ne règle pas tout à fait le problème. Ça, c'est un constat. Mais pour illustrer le fait que certains vont continuer de s'enfermer. J'en ai d'autres là qui ont été libérés, qui sont dans une pièce, avec un vasistas au-dessus, et qui restent toute la journée là-dedans, ils sont dans une cellule. Oui. Il n'y a pas d'obligation pour ces personnes d'avoir un suivi, du coup, derrière l'incarcération? Dans certains types de profils, on en reparlera tout à l'heure dans les violences sexuelles, il y a une obligation, effectivement, pénalement ordonnée, d'aller voir des soignants formés, compétents, qualifiés, avec un dispositif de surveillance de l'évolution de la personne condamnée. Mais lui, sur un homicide simplex, il n'y avait pas de soins pénalement ordonnés. Je l'ai suivi à sa sortie, et puis il est parti donc s'enfermer, et il m'écrit une fois par an à Noël, depuis le monastère. Donc il a maintenu ce lien-là. Donc tout ça pour vous dire encore une fois qu'on est dans cette dynamique de la relation, avec quelque chose d'un cycle, hein, de la violence que vous connaissez bien. Après des violences, on va justifier, mais tu sais, c'est parce que je suis fatigué, on n'a pas beaucoup d'argent, je suis stressé. Et puis du coup, une demi-heure, partons en vacances, ma chérie, en croisière, des petits cadeaux, des fleurs, une bague, des chocolats, et puis de nouveau les tensions, et puis de nouveau les violences, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de la violence, en particulier dans les violences conjugales, avec un phénomène d'aggravation. Hein. À chaque fois qu'on fait un tour, le tour suivant, il va être pire. Et du coup, repensez à la petite courbe que je vous montrais tout à l'heure. Hein. On est sur des cercles qui sont très très compliqués, très très vicieux au sens de la morbidité et de la mortalité, où à la fin ça finit mal. Ça finit par des morts. Et dans ce processus, il y aura toujours des violences sexuelles. Sur le plan de la psychopathologie du pervers, un acrostiche ici, à gauche, au feu. Donc pour alerter vos sens, vos interactions sociales, vos émotions, vos cognitions, lorsque vous êtes en contact avec une personne qui manifeste un déficit d'empathie, voire une absence totale d'empathie, qui a une propension à manipuler et utiliser autrui, qui, dans ce détachement, est très froid dans l'expression de ses émotions et de ses affects, et puis qui est dans une forme d'égocentrisme, autophilique, autocentré, on est face à un noyau pervers. Alors là aussi, détendez-vous. On a tous été un peu des petits pervers à la petite semaine. On a tous des petits aménagements, ce que Paul-Claude Rakami appelait la perversité. On a été des enfants. 1905, Freud, 3 essais sur la sexualité. L'enfant est un pervers polymorphe transitoire. Donc tranquille, vous avez tous été des enfants. Okay, et donc du coup, on peut emporter ce petit îlot infantile hein, autour d'aménagement de la réalité, ce qui renvoie à la perversité. Parfois la réalité elle n'est pas cool, elle n'est pas sympa. Hein. Ou sinon encore plus simple, le mensonge par omission, c'est mon préféré. Vous rentrez le vendredi soir du boulot, il est un peu tard, 20h, et puis vous dites à votre conjoint, ah au fait chérie, je t'ai pas dit, j'ai oublié, j'ai invité les collègues à boire un coup, comme on est vendredi, là on se prend un petit truc et tout ça, machin, bon, c'est super sympa, tu connais Gérard, Roger, Robert, tout ça, c'est cool. Donc l'autre il dit, ah bon ouais, tu leur as dit à quelle heure? Et puis là ça sonne, ah je leur avais dit 20h. Bah, devant le fait accompli, le mensonge par omission, classique. Oui, mais c'est pas forcément très conscientisé, et c'est pas fait pour faire du mal. Ce sont des petits aménagements dans notre perversité du quotidien. D'accord? Et là, encore une fois, la dimension morale, c'est pas péché. C'est pas bien ou mal, on n'est pas là. On est dans ces aménagements qui peuvent renvoyer même à des formes de mécanismes de défense ou de protection. Okay? Par contre, notre sujet pervers, lui, c'est son noyau. C'est le cœur du réacteur, avec des déclinaisons autour du pervers de caractère, description historique au cours du 19e siècle en Europe, en Allemagne en particulier, avec cette propension, hein, encore une fois, à manipuler, instrumentaliser, qui va systématiquement utiliser l'autre pour ses fins. Dans nos sociétés libérales ou néolibérales, ça peut être un atout. Si vous n'avez pas d'empathie, si vous utilisez les autres pour monter au sommet de la pyramide, quand on vous dit il faut tuer l'homme est un loup pour l'homme, etc., machin, il
pour arriver en haut, il faut tuer les autres, c'est quand même pas mal. Hein. Donc dans nos systèmes, société occidentale, ça peut favoriser, sur le plan, j'allais dire, anthropologique, l'accès à des postes à responsabilité de ces aménagements de personnalité. Dans d'autres systèmes dits archaïques, en Malaisie, en Indonésie, tribaux, le sujet très pervers ou très psychopathe, il est exclu du groupe, de manière naturelle. Donc on l'envoie chercher des champignons, et puis il y a des petits trucs. Ouais. Et donc du coup, il aura un effet moins nocif et moins délétère sur la communauté. Le pervers narcissique qui, lui, va se victimiser, qui, lui, va utiliser le narcissisme de sa victime pour se soutenir et siphonner le narcissisme de sa victime. C'est ce que j'évoquais sur tu es moche, tu es grosse, tu es pas belle, mais je reste auprès de toi. Donc on humilie et on réduit l'estime de l'autre, s'il le rend encore plus dépendant, en lui donnant l'illusion qu'on apporte la sécurité et la protection. Et donc ça, c'est particulièrement, j'allais dire, violent pour la victime, qui est aussi à la fois inconsciente, elle n'a pas conscience du dispositif du phénomène, et dans l'incapacité de s'extraire. Et puis ensuite le pervers sexuel, où la question de l'utilisation, l'instrumentalisation d'autrui se joue dans l'interaction sexuelle. Et uniquement. Et donc du coup, on a aujourd'hui, sur Internet, un espèce de open bar de la perversion ou de la perversité sexuelle, où vous pouvez matcher ou assister, voir en tant que spectateur, tout ce que l'humain peut imaginer. Et pas forcément dans le darknet, sur Internet standard, assez facilement, au bout de 10 clics, vous pouvez tomber sur des petits scénarios pervers, ce que j'appelle moi du prêt-à-penser pour les névrosés, ce qui fait frissonner les névrosés, mais c'est 50 nuances de gris, c'est tout ça. Waouh, d'accord. Avec le porno qui vient aussi standardiser l'accès au sexuel. Donc on en reparlera sur la question de la prévention. Mais on a beaucoup de propositions finalement qui, j'allais dire, imposent des formes de sexualité très particulières, voire un peu perverses ou perverties, où la question de l'autre n'est plus l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très auto-centré, il faut jouir. On est dans une société de la jouissance quand même. Faites-vous plaisir, vous êtes libre, etc. Jusqu'à libre d'utiliser l'autre. Et quand dans une relation sexuelle, on utilise l'autre, on est dans un contrat pervers. L'autre réduit à l'état d'objet de son propre plaisir. Vous y êtes? Et donc du coup, dans la sexualité, c'est très facile, de tomber dans ce travers. Et du coup, de faire disparaître l'autre de manière consciente et ou inconsciente, encore une fois. On va rentrer dans les pathologies de la sexualité, dans ce qu'on appelle, nous, en psychiatrie, les paraphilies ou les troubles paraphiliques. Et donc là, on est sur l'avant-dernier chapitre, avant la prévention, autour des paraphilies. Vous savez, en grec, para, c'est à côté. Paranoïaque, noios, c'est la raison. Le paranoïaque, il est à côté de la raison. Paraphile, c'est celui qui aime à côté. Donc il aime à côté de la plaque. Le pédophile, c'est celui qui aime les enfants, sur le plan étymologique. On pourrait s'interroger, du coup, sur le bien fondé de ce mot, de ce signifiant. Mais dans les classifications psychiatriques, on parlera des paraphilies comme l'ensemble des troubles sexuels caractérisés dès la présence de fantasmes, de pratiques déviantes, inhabituelles ou bizarres, et susceptibles de perturber les relations à autrui. C'est une impulsion qui est persistante, puissante et incontrôlable, qui peut impliquer soit des objets inanimés, on parlera de fétichisme ou de transvestisme, avec le transvestisme fétichiste, le fait d'aller s'habiller dans des situations particulières avec une érotisation avec les attributs du sexe opposé, de l'humiliation de la douleur, vous connaissez le sadomasochisme, et ça, c'est pas une infraction. Vous pouvez être un fétiche de l'oreille, du lobe de l'oreille. Vous avez tous vu Intouchable, le film. Oui. Mais assez souvent, le fétiche, c'est un objet partiel qui est le lieu de repli d'une sexualité impossible ou inaccessible. Et dans Intouchable, il n'a plus accès à son appareil génital, et il va déplacer sur le lobe de l'oreille. Donc c'est une forme de déplacement, où c'est un objet qui vient représenter finalement l'autre absent. Ça vous parle de la métonymie, la question du fétichisme, en sachant que sur le plan marketing, on peut favoriser les choses aussi. Par exemple, les chaussures, la question du pied de la chaussure. On va faire 3 thèses là-dessus. Si on comparait le nombre de paires de chaussures entre les personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin dans cette salle. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont plus de 12 paires de pompes sont des fétichistes. C'est l'utilisation que vous faites de votre chaussure qui renvoie à ça. Vous voyez? Mais sauf que sur le plan marketing et commercial, on vient quand même vous chercher là. Souvenez-vous, vous êtes des névrosés désirants. Et donc du coup, quand on vient vous dire il faut avoir le talon de cet auteur pour pouvoir accéder à une sexualité de cet auteur, on aura la tentation ou la tentative. Vous voyez? Et donc du coup, on a des choses qui se jouent, j'insiste, malgré vous, malgré nous, et qui sont favorisées sur le plan marketing, pour aller chercher du névrosé. Et jouer au loto. La Française des Jeux va bien. D'accord? Dans la crise actuelle, il y a 2 économies depuis le Covid qui vont très bien, le porno et le jeu. Alors, il y a plein de raisons pour ça.
On parlera du porno. Okay, donc du coup, objet inanimé, humiliation de douleur, ou les partenaires non consentants. Les enfants ne sont pas des partenaires sexuels et sont encore moins consentants. Alors on a les enfants et la pédophilie, mais on a aussi le frotteurisme. Le frotteurisme, c'est le fait d'aller se frotter contre des personnes qui ne sont pas consentantes. Hein. Il ne faut pas qu'elles soient au courant, donc c'est à leur insu, et puis certains vont se masturber, etc. Le top du frotteur, c'est le 14 juillet, hein, où c'est un son et lumière dans une place très serrée. Quand je travaillais à Strasbourg, il y a un son et lumière sur la cathédrale, la façade de la cathédrale, l'été, il y avait une foule compacte d'étrangers, et il y avait un ou deux frotteurs. Et il y avait des gens de la BAC, donc la police qui était formée, qui regardaient les gens qui faisaient un mouvement comme ça. Donc il y a tout le monde qui était en train de regarder la cathédrale, et puis il y en avait un ou deux comme ça, c'était les frotteurs. Donc pour les identifier, c'est pas très compliqué, c'est pas un Parkinson. Dans le métro aussi, hein, dans le métro aussi, on est collés les uns aux autres. Il y en a qui peuvent en profiter. Donc c'est une opportunité liée au contexte. Et donc du coup, on va se saisir de l'opportunité pour se faire plaisir à l'insu d'un sujet, c'est le contrat pervers. Donc vous voyez bien la séquence. Hein. Et donc du coup, ça favorise finalement la réalisation de ces violences sexuelles. Dans le DSM, qui est la classification nord-américaine, on va distinguer 8 troubles, donc je ne vais pas tous les faire, hein, mais c'est pour insister sur l'idée que finalement, dans la sexualité, il n'y a pas de limite sur la question des violences. Avec, dans le fétichisme et certains troubles paraphiliques, une impossibilité à accéder à une sexualité, j'allais dire, pleine et épanouie, et du coup un phénomène de retranchement. Par exemple, on a en prison un monsieur qui arrive, il est accusé d'un homicide, et finalement il va être libéré beaucoup plus tard, mais quand ils ont fait une perquise chez lui, ils ont trouvé des cassettes porno et des sous-vêtements féminins en soie. Le type, il était célibataire, 55 ans, très très croyant, très religieux. Et donc, comme il avait des cassettes porno et des sous-vêtements féminins en soie, ils ont dit, la police, c'est un pervers. Donc, si c'est un pervers, c'est un criminel. Donc, on l'incarcère. Le type, quand on reprend l'histoire, il nous explique qu'il avait été placé à l'âge de 4 ans, dans la Lozère, dans la montagne là-haut, parce qu'il avait été fracassé et maltraité. Et du coup, il avait été élevé et éduqué à la campagne par une femme qui était seule, une fermière. Et il a grandi à cet endroit, je ne posais pas de questions, il trouvait que c'était naturel, sauf qu'à un moment donné, ça s'appelle l'adolescence, ça chatouille un peu en bas du ventre. Et le seul moyen qu'il avait, lui, d'identifier quelque chose de l'ordre du féminin érotisé, c'était les sous-vêtements que la dame accrochait à la corde à linge, hein, qu'il avait vraiment plaisir à les caresser, c'était des sous-vêtements en soie. Et donc il passait du temps à caresser les sous-vêtements et à se masturber. À l'âge de 21 ans, à l'époque c'était 21 ans la majorité, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un porno. À l'époque, plein Montpellier, vous avez un cinéma qui diffusait du porno, H24 quasi. Hein. Et donc du coup, lui, il va voir du porno pour accéder à la sexualité. Il voit un type limer pendant des heures, il se dit, j'y arriverai jamais. Du coup, il renonce à la sexualité. Il dit, si c'est ça, je ne peux pas voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il s'achète des films, il se masturbe, et comme il lui manque la question de la présence du féminin, il achète des sous-vêtements féminins roses en soie, ceux qui lui avaient permis d'accéder à la sexualité, et quand il les enfile, il se masturbe. Mais c'est enfilé au sens métaphorique quasiment du terme. Et donc ça vient matérialiser la présence du féminin, on est dans le fétiche, et on est dans le transvestisme fétichiste. Vous voyez? Et dans quelque chose qui s'est replié sur ce type de sexualité. Et donc ce monsieur, si on reprend la séquence et qu'on déconstruit, et qu'on propose d'envisager une relation, c'est-à-dire une interaction, qui soit un peu tranquille et sécurisée, parce qu'il était angoissé, hein, à l'idée, la femme allait le manger, quoi. C'est impossible. Et donc du coup, si on travaille ça, on va pouvoir restaurer finalement des interactions harmonieuses et envisager une sexualité. Là, j'ai évoqué 8 troubles paraphiliques, mais en fait, je vous disais, l'imagination humaine n'a pas de limite, et sur Internet, vous pouvez matcher avec des achromotophiles ou ce que vous voulez. Donc là, c'est un petit catalogue, mais j'avais mis des images là où il y avait une dame qui faisait du grooming sur Internet, qui se faisait passer pour une adolescente, qui chopait des images de pré-ados en train de se masturber et qui faisait chanter après. Donc, je vous disais, hein, les garçons beaucoup, mais les dames aussi un peu. Ici, on est une ponette victime de sévices sexuels. On est en Lozère, et il y a un monsieur qui a un petit box avec une petite ponette, et puis il était énervé parce que quand il arrivait dans le box, tout était dérangé. Il en a marre, il met une petite caméra cachée. Et stupeur, il voit le voisin, qui était un vieux retraité, à la caméra, qui vient, il fait une petite caresse au poney, il lui dit bonjour, machin, il lui donne un peu de foin et de l'eau, et ensuite il met un tabouret derrière, il la sodomise à la caméra. Donc il dépose plainte. Le statut juridique à l'époque des animaux, c'était du mobilier, c'était une propriété, c'était du mobilier. Aujourd'hui, c'est un être vivant, hein, doué de sensibilité. On a un peu amélioré le statut des animaux. Mais tout l'enjeu au procès, c'était finalement qui souffre de quoi, hein?
l'avocat du monsieur disant mais finalement la Paunette, est-ce qu'elle a une sexualité aujourd'hui? Elle n'a pas de partenaire. Est-ce qu'elle a été traumatisée? Le résultat du procès, c'est que le monsieur il a été condamné à une grosse amende, mais même pas à des soins. Parce que moi je considère que quelqu'un qui va sodomiser une Paunette, c'est qu'il a un problème quand même. Non, mais ça s'appelle la zoophilie. Et souvent c'est un repli, vous voyez? Donc c'est par défaut. Alors peut-être qu'il avait un amour à considérer que cette Paunette, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le monsieur. Mais quand ça sort dans les journaux, c'est ça. Ici, sciatique soigné par cunnilingus, le faux médecin jugé à grâce jeudi. Des patients qui étaient au bout de leur vie, c'est un peu comme quand on va consulter un marabout, vous savez, on ne sait plus quoi faire. Dernière solution, il avait vissé sa plaque. Des femmes, mal au dos, rebelles, douleurs, insupportables, il les installe sur une table gynécologique, en position gynécologique, en ayant enlevé la culotte, et il fait un cunnilingus, comme ça par surprise. Alors forcément, ça c'est une neurophysio aussi, hein. Vous êtes tellement sidéré que vous avez peut-être moins mal. Il y a tout qui se coupe là. Ça s'appelle la sidération traumatique, la dissociation. Okay, et donc du coup, il y a 2 femmes qui ont déposé plainte, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup plus de victimes. Mais la honte et la culpabilité, vous imaginez? On dirait, je me suis fait faire un cunnilingus parce que j'avais mal au dos. Quand on le reprend à froid comme ça, par un type qui se faisait passer pour un médecin. Là, on est dans le contrat pervers qui s'appuie sur une position de vulnérabilité du névrosé, qui veut juste que ça s'arrête, vous voyez? Et donc du coup, gros pervers, avec plein de victimes, à mon avis, qui sont passées à côté. Pour finir sur les paraphilies, la pédophilie. Donc la pédophilie, oui. C'est quoi la différence entre du coup, la scatophilie et la coprophilie? Je suis désolé, il est un peu tard, ça va être l'heure de manger, mais c'est parce que vous me posez la question. La scatophilie, c'est l'utilisation des gros mots, pipi, caca, mais c'est verbal. Et donc, du coup, par exemple, scatologie téléphonique, c'est Thérèse, je te prends, je te baise, dans le Père Noël, tu m'en Vous avez vu ça? Oui. Thérèse, je te prends, je te baise, et puis il dévide une espèce de truc très dégueulasse. Ça, c'est de la scatologie téléphonique. Okay, tandis que la coprophilie et l'urophilie, c'est un plaisir de manger des selles ou de boire de l'urine dans des interactions sexuelles plus ou moins subies. Et ça renvoie au sadomasochisme, ça renvoie à les fluides corporels, ça renvoie à des scénarios plus ou moins compliqués. On a des urophiles coprophiles qui aiment aussi la clismaphilie, c'est-à-dire qu'ils vont payer souvent des grandes femmes russes, blondes à forte poitrine, pour qu'elles viennent en faire pipi dessus, caca dessus, et ensuite elles les nettoient comme des bébés. Vous voyez, c'est des scénarios, vous pouvez encore une fois trouver sur internet en 10 clics, il y a des gens qui proposent ça. Ok. Alors, l'hybristophilie, c'est la fascination pour les criminels. Avec, je ne sais pas si vous connaissez Guy Georges, monsieur sympathique, un tueur de l'Est parisien, 19 victimes, 11 homicides avec des viols, etc. Il a une espèce de fan club, il s'est marié en prison. Et donc, il y a des personnes, souvent des femmes, qui sont fascinées par le méchant criminel. Moi, j'ai des patients à Villeneuve-les-Maguelones, j'ai des jeunes là, je vois le patient, je me demande comment ça va, il me dit « Ah bien docteur, j'ai une nouvelle copine ». Le mec, il est incarcéré depuis 6 mois. Je dis « Comment elle a fait ?»« Bah, docteur, Internet. » Je mets une petite annonce sur Internet, sur un site de rencontre. Mon Dieu. Ah, docteur de has-been. Et donc, du coup, il y a une jeune fille qui l'a rencontrée sur Internet. En plus, il met un profil où il est en cellule, machin, un peu gonflé. Et donc, du coup, il y a du monde, quoi. Vous voyez? Et l'hybristophilie, c'est cette fascination pour des types qui, rapidement, vont utiliser la personne fascinée, puisque la fascination, c'est un moyen de l'emprise. Et donc, du coup, on est dans cette asymétrie de relation, et puis, du coup, on prend. Hein. Oui. Donc, c'est assez sordide aussi. Mais bon, enfin, bref, l'acrotomophilie, c'est le plaisir d'avoir des relations sexuelles avec des amputés. Et donc, du coup, vous avez des sites, hein, je suis amputé, tu aimes les amputés, ayons des relations sexuelles. J'ai un patient qui souffrait de podophilie, la fascination pour le pied. Il avait un site internet avec son pied gauche, que des images de son pied gauche. Ce qui renvoie à une forme de fétichisme, hein, parce que le pied gauche était plus beau que le droit, mais le garçon, c'était sa vie, quoi, son pied. Oui, et donc il y avait des centaines de gens, il y avait des followers et tout machin, qui kiffaient son pied. Donc là aussi, c'est pas le souci. Mais si toute votre vie affective et sexuelle, elle est fixée sur un pied, c'est pauvre, quoi. Hein. J'avais une coupure de presse, c'était au Canada, un type qui avait été arrêté dans une galerie commerciale. Vous savez, il y a des grands malls comme ça, où il y a le sergent John Bendy, là, qui avait jamais vu ça. Un jeune type de 22 ans, un belâtre, hein, Superman, Clark. Il était dans le mall comme ça, et il interpellait des dames, alors entre 25 et 52 ans, et des dames qui avaient des nu-pieds. Et donc on voyait les ongles, on voyait la manucure.
Et il leur disait, mais madame, que vous avez une belle manucure, j'aimerais bien offrir la même à ma copine. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais regarder de plus près? Est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Dans les malls, il y a des bancs au milieu pour les personnes un peu fatiguées. Et donc, du coup, il installait la dame, et c'était génial, parce qu'elle est assise, lui, il se met un genou à terre, il a des choses Cendrillon, quoi. Je pense que la dame, elle avait un moment d'ivresse, mais magnifique. Sauf qu'une fois qu'il avait déchaussé la dame, il tenait le pied, et hop, il mettait le pied dans la bouche pour sucer gros orteils. Et il partait en courant. Alors ouais, là on le fait à froid, ça fait rire. Mais vous imaginez si sa sexualité se réduit à sucer des gros orteils de dames qui marchaient des hommes en boule? Mon Dieu! Non mais c'est horrible. Non, mais, donc c'est pour vous dire quand même que quand on en arrive là, enfin, quelle souffrance. Non mais quelle souffrance. Surtout que le type, on est au Canada, donc c'est des Nord-Américains, c'est des fous furieux. Donc il va être fiché avec des agresseurs sexuels multirécidivistes et des prédateurs sexuels parce qu'il a sucé des gros orteils. Non mais, je ne sais pas si vous mesurez le décalage, d'accord? Donc du coup, quand on en arrive là, effectivement, c'est qu'il y a eu un gros souci, mais ça se soigne. Ça se... Et sans transition, merci pour répondre à la question. En sachant que, enfin, sur la question des adolescents, l'adolescent est un être énervé. Ah d'ailleurs, je serais intéressé, parce que j'ai toujours l'impression d'être vieux face à un public comme vous. Et du coup, on peut faire un petit quiz pour savoir si à chaque fois ça vous parle. Sur les moteurs et tout ça, peut-être même il y en a qui ne vous parlent plus. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça? Has-been, d'accord. Petit peu loin là. Vous connaissez pas? Ça? Ça Paris. Ouais. Ça? Ouais, c'est YouTube, c'est culture. MSN? Ah bah quand même. Moi c'est ma génération à l'arrière. Ok. Ça? Ok. Ça, comment ça s'appelle ça? Alors, le nude, il faut en voir un peu plus. Vous savez, c'est la différence entre érotisme et pornographie. Hein. Dans l'érotisme, on suggère, dans la pornographie, on montre, on expose. Comment vous avez dit? Des dédicaces, mais... C'est dédié quelque chose, ouais. Des boobs. Par exemple, c'est les seins. Tout à fait, merci. Ah, quand même. Ou un dédipic, le mec. Non, mais. C'est pas parce que vous savez que vous le faites. Détendez-vous. Non, je fais un topo sur les drogues et si on parle du prix de la cocaïne, ceux qui connaissent le tarif du gramme de coke sur la comédie ne sont pas forcément des consommateurs. D'accord? Donc détendez-vous. Okay. Donc là, il n'y a pas de piège. Hein. Par exemple, ça, vous savez ce que c'est ça? C'est une danse. Alors le twerk, c'est tout seul, hein. C'est en solo, c'est quasiment masturbatoire. Ça, c'est du daggering, ça. Et en fait, on mime vraiment ces frotti-frotta. Les garçons sont très énervés. Non mais du coup, quand je dis ça, Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais. Skin party, vous connaissez les skin party? Oui. Bon. Et donc du coup, dans la skin party, on va montrer de la surface corporelle jolie, gentille, ça énerve beaucoup. Les garçons sont plus sensibles aux stimuli visuels. Donc les garçons sont très énervés. On consomme des produits qui désignent de l'alcool. L'alcool, ça permet d'abaisser le niveau de consentement quand même, vous savez. Hein. Donc si on veut faire dire oui à quelqu'un, il suffit de lui payer un verre. Et 2 et 3 et 4 et 5. D'ailleurs, il y a des escortes qui sont là au bar pour faire payer les bouteilles de champagne. Et avec l'illusion que le type qui paye, il va avoir l'escorte. Ça marche bien, ça, l'illusion du névrose. Et donc du coup là, on est sur un schéma, il y a un dispositif où dans la skin party, les garçons très énervés consomment de l'alcool, ils vont utiliser des boissons énergisantes ou de la cocaïne pour pas s'effondrer, parce que ça fatigue quand même à 2h du mat quand on a picolé. Les boissons énergisantes, c'est quoi? Vous pouvez m'en citer 3? Comment? Red Bull? Monster? Le café. Le café, ça énerve un peu, ouais. Alors après, il y a des ersatz pas chers, donc faites attention, hein, quand vous prenez des produits compliqués, mettez le prix, parce que sinon après, il y a vraiment des cochonneries. Dans les boissons énergisantes, il y a de la taurine. La taurine, c'est un acide aminé qui est neuroexcitateur, mais qui est neurotoxique en fonction de la dose. Et donc ça vous donne l'illusion que vous gardez le contrôle. Et donc on a plein de situations depuis quelques années, avec des publications, où les garçons vont prendre la voiture et mourir d'accident de la route parce qu'ils ont l'illusion qu'ils contrôlent. Ils sont bourrés, ils ont pris vodka Red Bull. Les filles, des agressions sexuelles, parce qu'elles ont l'illusion qu'en fait elles sont super d'accord d'aller se faire attraper dans les toilettes. Mais non, d'accord? Donc du coup, attention, on est dans le cumul avec une excitation visuelle très très importante qui favorise les passages à l'acte. Tiens ça, est-ce que vous savez ce que c'est?
Nos amis japonais, vous savez, ils ont un rapport au corps qui est particulier et du coup, ils développent des paraphilies et du fétichisme très très particulier. Tout est tellement standardisé, contrôlé, normé qu'on va chercher au bout du bout, c'est-à-dire des tirettes ou des culottes de collégiennes ou sinon des repas sur une femme nue. On va avec les baguettes manger des nouilles. Du coup, les Japonais ont développé l'oculolingus. Donc on va se lécher la muqueuse ophtalmique. Donc c'est une muqueuse là, l'œil. Hein, on va se lécher la muqueuse. Fallait le faire. Là, ah mais je suis vierge, hein, on va faire l'oculolingus. Vous voyez? Où est-ce qu'on déplace finalement la question du support érotique, voire du fétiche? Ça peut aller se nicher là. Ça, est-ce que le air-sex, vous connaissez peut-être? C'est le air guitare version sexe, c'est les championnats du monde. Et il y a des catégories, hein. On a des catégories d'air sexe, avec des professionnels mondiaux. Vous allez voir, si vous avez une soirée entre amis, sympathique, des ceintures noires de air sexe, par catégorie. Il fallait le faire. Donc ça, ce qui est parti, ça, est-ce que vous connaissez? Ouais, c'est ça. Alors, réalité augmentée, d'abord. Et donc, du coup, on a des supports comme pour les jeux vidéo, et pour le porno. Et là, il y a un énorme business, hein, où on fait de la télédidonique haptique. C'est-à-dire que chacun prend un morceau d'un appareil électronique. Monsieur, il a, par exemple, c'est un tube, il a la partie creuse, et puis madame, elle a l'autre partie. On est à des milliers de kilomètres, on a les téléphones portables avec une application. Monsieur va rentrer son pénis dans la partie creuse, madame va s'introduire à la partie pleine, et on va téléguider avec son téléphone portable les sensations de l'autre. Des vibrations, chaud, froid, des petits mouvements, etc. Donc à distance. Comme une espèce de substrat, hein, vous savez, de l'autre. Pendant le Covid, le business là, de la cybersexualité, de la télédidonique haptique a explosé. C'est assez logique. D'accord? Donc le souci pour revenir à ça, c'est que les ados sont très énervés. Déjà parce que ce sont des ados, donc bouleversement émotionnel, hormonal, social, etc. Et puis surtout, beaucoup d'images. Beaucoup d'accès. On intervient dans des collèges et des lycées, on fait passer des petits questionnaires sur le cyberharcèlement, par exemple. Consommation de porno des garçons au collège, 70%. Les filles, autour de 30%. Alors, c'est pas bien ou mal, je juge pas. Simplement, on a fait des études, et y compris ici, on a montré que l'impact du porno variait en fonction de la capacité du sujet à le recevoir. Donc c'est pas le porno lui-même qui est néfaste, c'est l'effet qu'il produit chez le sujet. Et un sujet qui a déjà été victime de violences, qui a déjà assisté à des violences, surtout sexuelles, qui revoit du porno, ça a un impact. On avait comparé une population d'agresseurs sexuels mineurs à des mineurs non-agresseurs sexuels, appariés par âge et niveau d'études, sur la consommation de porno. Il n'y avait pas de différence sur la consommation de porno. C'était la même consommation de porno, sauf que les agresseurs sexuels mineurs, eux, ils avaient vécu des choses très compliquées dans le passé. Un rapport au corps, un rapport au sexe qui était particulier, et du coup, le porno avait eu un impact, finalement, et augmenté le risque de commettre des agressions sur la répétition. Okay? Donc c'est pas le porno qui pose problème, c'est la réception du porno. Et du coup, les adolescents, pour revenir là-dessus, on utilise des supports, on a des groupes d'adolescents, on fait des thérapies face à face, psycho-psychiatres, on a des thérapies familiales au CHU pour les violences sexuelles, et on a des groupes, le mercredi après-midi, là à 16h, il y avait un groupe de mineurs. Des mineurs qui sont suivis et pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Sur la question de la prévention, puisque le premier enjeu c'est de rompre le silence et d'accéder à la parole, et donc du coup on favorise cet accès à la parole. En Allemagne, il y avait une campagne de pub, là. Un type était dans le métro, il y avait un enfant qui s'asseyait juste en face, et on sentait qu'il était mal à l'aise, que sa fréquence cardiaque augmentait, on entendait le son du cœur. Et ensuite, le gamin redescend à l'arrêt suivant, ça redescend, il y avait une petite phrase, si vous aimez les enfants plus que ce que vous souhaiteriez, téléphonez au 0800, machin. En France, là, on a lancé une campagne avec un numéro unique de 0806 23 10 63 pour toutes les personnes attirées sexuellement par des mineurs. On l'a lancé suite à une audition publique qu'on a fait en 2018. On a fait un pilote 2019-2020, on l'a lancé et en un an, on a eu plus de 4000 appels. France entière. Donc du coup, vous êtes attiré sexuellement par des enfants, appelez-nous, téléphonez. On est en prévention secondaire. Les gens ont déjà développé une attirance sexuelle. La prévention secondaire, c'est de pouvoir gérer finalement le problème sur le plan de la santé. La prévention primaire, c'est de pouvoir agir avant le problème. Donc les triages dans le Roussillon, donc au CHU de Montpellier, il y a différentes missions, dont la prévention. Et dans le cadre de la mission de prévention, on a fait ce recensement de tous les outils francophones existants pour pouvoir construire une boîte à outils, une petite mallette d'intervention, 3,9 kg là, 2 jours de formation,
Et ensuite, n'importe quel adulte qui est intervenu auprès de mineurs, entre 5 et 18 ans, peut mettre en œuvre les interventions de prévention ciblées et éprouvées. C'est-à-dire qu'on a évalué chaque intervention pour s'assurer qu'on atteignait les objectifs. Sur des renforcements de compétences psychosociales, vous avez ici les 5 thématiques avec les 4 tranches d'âge à partir de l'âge de 5 ans. 134 fiches intervention, un guide animateur, un guide parent, un lexique, un glossaire, des fiches de signalement, etc. Donc on forme à l'ensemble des interventions pour pouvoir favoriser la prévention, primaire, secondaire ou tertiaire. Quand on intervient dans un groupe, on ne sait jamais ce qui s'est passé avant. Mais on va quand même fournir les outils pour que les enfants, les mineurs ne deviennent ni victimes ni auteurs. C'est ça l'idée. Avec une notion importante aussi, c'est qu'en France aujourd'hui, 40% des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs sont eux-mêmes des mineurs. Chiffre et justice. Hein? Donc on évoquait cette idée-là de la répétition. Et un enfant de 6 ans qui mime une sodomie avec sa petite copine de 5 ans, c'est un problème. C'est qu'il a été exposé. Et donc du coup, il y a déjà la victime, le petit garçon, et la victime, la petite fille. Mais il faut traiter tout le monde. Vous voyez? Indistinctement. Et donc vous avez ici toutes les cibles avec les 134 fiches. Hein. Compétences psychosociales, l'Organisation mondiale de la santé a démontré depuis le début des années 2000 qu'il y avait un intérêt à renforcer ces compétences pour prévenir les violences de manière générale et les violences sexuelles de manière particulière. Respect et différence, relations et sexualité, on peut travailler à partir de 5 ans sans jamais parler de zizi, de zézette. Je fais des réunions avec des parents d'élèves, elles disent « mais on va faire la prévention des violences sexuelles et sexistes à 5 ans ». Ben ouais, au contraire, plus c'est tôt, mieux c'est. Et on n'a pas besoin de montrer des zizi, des zézettes. Hein. On peut aborder la question de l'empathie, on peut aborder la question de la gestion des émotions, on peut aborder la question de la différence des corps, tranquillement, et sans se montrer et laisser la culotte. Dire que c'est le réel, dès les petits, dès 7-8 ans, on aborde ça. Hein, en France, à partir de l'âge de 11 ans, 50% des enfants ont déjà vu du porno sur Internet. Et donc du coup, les enfants ont accès à Internet, les écrans dans les chambres, les écrans le matin au lever, les écrans le soir. Et donc du coup, danger. Compréhension, respect de la loi, hein, sur les évolutions de la loi, les sanctions, les drogues, le consentement, les violences. Avec aussi une illusion des mineurs, quand on intervient dans des classes de lycée, là, et qu'on demande aux mineurs, tiens, à votre avis, j'ai 14 ans, mon copain a 15 ans, il me demande un nude, est-ce que j'ai le droit de lui envoyer un nude, à votre avis? Allez, je vais vous simplifier la vie. Mon copain a 14 ans, j'ai 14 ans, même 13, mais je suis très mature. Donc j'ai 13 ans, il me demande un nude. Là, j'ai vu en expertise une jeune fille, 13 ans, elle sortait avec un type de 20 ans. Alors, j'ai rien contre les types de 20 ans qui sortent avec une jeune fille de 13 ans, hein. Mais elle trouvait ça bien et normal, ça l'avait beaucoup valorisé. Bref, là, 13 ans, mon copain me demande de faire un nude il a 14 ans. Est-ce que j'ai le droit d'un point de vue légal? Dans la loi, le texte, le code pénal qui permet de poursuivre une infraction, il est interdit quand on est mineur. Attends, écoutez bien. Il est interdit quand on est mineur de mettre des photos de soi sur Internet, de les envoyer sur les réseaux sociaux. Il est interdit quand on est mineur. Et donc du coup, la toute-puissance de l'adolescent qui dit moi, je me fous à poil devant qui je veux, j'envoie des photos de qui je veux, c'est ce que je veux, c'est mon corps. Ben non, en fait, on le protège. Les traces numériques sur Internet, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, les RH, ils vont aller consulter tous vos comptes, hein, Twitter, Facebook, Discord, et ceux à venir, et TikTok et tout ça. Et donc les photos sympas du copain bourré qui est en train de vomir dans les toilettes, ça passe. Hein. Mais des dick pics, des trucs un peu tordus, une sextape, ça peut être plus compliqué. Alors, sauf si vous êtes déjà très célèbre, il paraît qu'au contraire c'est mieux. D'accord? Mais attendez d'être très célèbre. Donc du coup, on participe finalement à travers ces interventions d'une prévention efficace, avec, c'est des fiches cuisine en fait. Hein. On a construit les 134 fiches comme ça, avec un référence couleur, là comme ça c'est le vert pour les compétences psychosociales. Ici la sous-thématique, connaissance de soi, les objectifs, le déroulement. L'idée c'est d'avoir besoin de rien, papier, crayon, pour pouvoir intervenir au fin fond du Sahara et dans toutes les situations, proposer des interventions de prévention efficaces. Oui. Donc on est d'accord que cet outil elle est à disposition de toutes les personnes qui accompagnent, qui sont amenées à accompagner des... Qui travaillent auprès des mineurs. Voilà, qui travaillent auprès des mineurs. Est-ce que vous arrivez à avoir un regard sur la quantité, à quel point elle est utilisée ou pas? Parce que moi, par exemple, je suis éducatrice, c'est la première fois que je le vois. Et pourtant, j'ai travaillé qu'avec des mineurs. Quasiment. À part aussi avec des adultes. Alors, je vous réponds sûrement sur le pourquoi elle est sous-utilisée. En fait, vous avez vu cette jolie diapo là, le CRIAVS, on fait tout ça. Et j'étais responsable du CRIAVS quand on l'a créé pendant longtemps.
Et donc du coup, on a tout bien fait à l'effort. Et donc du coup, pour la prévention, on a fait l'audit et l'inventaire complet, ça a duré 1 an, 1 an et demi. Ensuite, on a réuni un groupe qui s'appelait Comité de réflexion type prévention avec tous les acteurs de prévention locale, le rectorat d'académie, la PJJ, le conseil général, etc. Et on a travaillé pendant 10 ans. Donc 2011, 2017, on a fait une première V0, ensuite 2018, en sachant que c'est une marque déposée du CHU. Donc on a déposé la propriété intellectuelle, aujourd'hui BOAT, c'est une marque déposée du CHU. Et on est dans une phase qui n'est pas notre job, normalement, de développement et de marketing. On a numérisé l'ensemble de la formation, on a travaillé avec l'extracteur d'innovation depuis 2 ans, pour pouvoir numériser l'ensemble des supports. On a un cloud aujourd'hui BOAT, avec toutes les ressources. On propose des formations en présentiel, en distanciel, en blended learning, en machin, j'ai appris plein de trucs. Mais ça, on vient de le développer, et moi je fais docteur dans la vie, je ne fais pas commercial de la boîte, et donc du coup, on n'était pas en capacité, on est en train de finaliser les outils juridiques avec une franchise. Normalement, à la fin du mois, je vais former des équipes au Liban pour pouvoir l'utiliser dans le monde arabe et la traduire avec une école de traduction. Donc traduire l'ensemble des outils en arabe. Et on a des projets en espagnol et en anglais. Et donc, probable. Mais l'idée, c'est de mettre à disposition, en sachant que ça a un coût et que du coup, c'était compliqué, et que le CHU a plus l'habitude d'utiliser les consommables sondes urinaires que des boîtes de prévention. Alors qu'enfin ça prévient toutes les maladies, hein, au sens où ensuite il y a des problèmes physiques aussi. Oui. Mais le CHU de Montpellier a déjà compris l'enjeu, la direction du CHU. Donc c'est un projet qui est rattaché directement à la direction, marque déposée du CHU, et on est en train de finaliser tout le développement numérique et puis la question juridique. Mais il y a un site internet Vote avec déjà des milliards d'outils. Il y a l'accès aux guides parents, il y a l'accès à des informations aussi pertinentes là-dessus. Allez surfer et visiter. Il y a les agendas pour les formations dans toutes les modalités, etc. Aujourd'hui, on a formé France entière à peu près 420 professionnels. Depuis seulement, avec le Covid en plus au milieu, 2018. Alors qu'on ne fait pas ça à plein temps. On fait le reste. Ouais. Mais 400 quand même. À l'île de la Réunion, le rectorat d'académie de l'océan Indien a décidé que toutes les infirmières scolaires devaient être formées à la botte. Mais après, c'est aussi des choix politiques. Donc du coup, nous, on fournit des outils éprouvés. Après, pour conclure, avant de prendre une série de questions, 4 notions clés que je souhaite partager avec vous. Dans la violence, on est dans une dynamique et un processus. J'ai insisté depuis le début sur la question de la psychopathologie de l'auteur, mais pas seulement, sur le contexte, sur la victime, sur la relation, sur le type de violence. Dans un cercle de la violence, on est très souvent sur une forme de spirale morbide. Alors soit l'agresseur va changer de victime, mais lui il continue sa spirale. C'est ce qu'on observe sur le plan criminologique avec un mode opératoire qui va s'enrichir pour les plus compliqués. Et puis la notion d'emprise qui va favoriser finalement le maintien de la victime auprès de l'agresseur, et des comimétiques. Si la victime a déjà été prise dans des violences, eh bien, il y a aussi un risque de survictimisation. J'ai en tête une situation du Conseil général, là c'était l'ASE, ils avaient une jeune fille placée de 16 ans qui avait été victime d'un viol en Réunion à l'âge de 14 ans. En 13 ans, elle était plus jeune. 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Et cette jeune fille était placée, et elle avait une propension à aller se mettre dans des situations très compliquées où à chaque fois, il y avait plusieurs hommes sur elle. Dans le foyer, elle avait développé une relation amoureuse avec un autre garçon, elle avait 15 ou 16 ans, alors c'est lui qui avait 16 ans, elle avait 15 ans. Ils étaient amoureux, mais quand elle avait des relations sexuelles, ça ne lui convenait pas. Et donc du coup, systématiquement, elle allait se rencarder avec des types pour se faire prendre à 2 ou 3. C'était absolument horrible. Surtout que le garçon, il était amoureux. Et lui, il souffrait qu'il n'en pouvait plus, et l'équipe ne comprenait pas. Mais si on reprend cet écho traumatique, cet écho mimétique, sur ce qui, elle, fait trace sur la question du sexe et de la sexualité, eh bien, il va falloir le déconstruire. C'est ce que j'évoquais sur le fétiche, sur ce qui reste à la fin. Vous voyez ? Et donc du coup, il faut s'en saisir pour le déconstruire et permettre du coup au sujet, qui était la victime dans la répétition, de s'extraire et de se proposer autre chose. Mais ça peut être pareil du côté de l'auteur. La dangerosité particulière de l'agresseur, selon l'âge bien sûr, le sexe, en particulier masculin, les aménagements de personnalité, de paranoïaque à pervers, les consommations de toxiques qui vont favoriser le consentement chez la victime, mais aussi désinhiber l'agresseur, et puis les enjeux autour de la séparation comme facteur déclenchant de la violence, en particulier de la violence ultime. La vulnérabilité particulière de la victime, on s'interroge toujours sur la question de la vulnérabilité de la victime. La victime qui reste, c'est pas parce qu'elle est consentante, c'est pas vrai, c'est parce qu'elle est vulnérable. Et donc du coup, on s'interroge sur cette vulnérabilité qui participe à la répétition dans une inscription amnésique, parfois traumatique, avec des troubles dissociatifs qui déconnectent les perceptions. Et des victimes qui vont reconsommer des toxiques, ce qui favorise aussi la répétition des traumatismes et des violences sexuelles. Le dépistage, il est possible à tout moment, il faut simplement rompre le silence et les professionnels doivent signaler. On est atterrés, nous, de mesurer que beaucoup de professionnels ne sont pas en capacité de signaler.
soit parce qu'ils ont peur, ah ouais, mais après ça va se retourner contre moi, et après la famille, soit parce qu'ils ne savent pas faire. Bon, il y a longtemps maintenant, mais dans une école, il y a la petite fille qui dit à la maîtresse, mon papa il m'a fait mal à la zézette hier quand je fais pipi, j'ai mal. La maîtresse qui est super inquiète, elle a fait parler un petit peu et elle mesure qu'il y a de l'inceste du papa. Elle prévient la directrice à la récré, la directrice appelle le papa, elle dit écoutez, il y a un problème avec votre fille. Elle nous dit que à la maison, là, pour faire la toilette, c'est pas bien. Le papa qui dit je viens la chercher. Et il reconfie la petite à l'auteur. Comment est-ce que vous voulez que cet enfant ait ensuite confiance aux adultes, envers les adultes? C'est juste impossible. On a détruit la confiance, mais pour la vie entière, que pouvait avoir cette petite fille pour des adultes ou l'autorité ou détenteurs d'autorité. Donc l'impact, il est là. Hein, oui. Et donc du coup, c'est de bien mesurer les conséquences pour agir de manière cohérente, adaptée, dans l'intérêt de la victime, c'est la priorité, mais aussi dans l'intérêt de l'auteur qu'il va falloir prendre en charge. Si on traite que la question des victimes, souvenez-vous, on a traité que la moitié du problème et l'auteur, il va se déplacer. Hein. Et lui, il va continuer de jouer, éventuellement dans un autre terrain de jeu avec d'autres victimes. C'était les violences sexuelles dans l'église, hein, on déplaçait le prêtre. L'éducation nationale, on déplace l'institut. Hein, ça c'est bien humain ça aussi. Hein. Et donc du coup l'auteur, l'agresseur, il continue d'aller faire des victimes. Danger du recours ultime, dans le cadre de l'uxoricide, suicide, tentative de suicide, 40%, hein, après le meurtre du conjoint. Mais quand on monte en âge, après 60 ans, les agresseurs, auteurs de violences conjugales et de meurtre du conjoint, se suicident jusqu'à 60%. Vous voyez ? Donc le monsieur le plus souvent qui décide de tuer l'autre, c'est bien dans un processus, j'allais dire, autolytique. C'est-à-dire qu'il va se tuer avec. Hein. C'est pas juste gratuit et dirigé contre l'autre. Donc on n'est pas sur une agression. On est sur quelque chose qui renvoie à la notion de violence et d'un suicide élargi aux confins du soi. Ce que j'appelle moins négocié. Je vous donne la bibliographie si vous voulez lire. Les auteurs français ont beaucoup écrit et produit quand même. Comparé, c'est un psychopathologique. Hein. Claude Ballier, André Ciavaldini. Et puis ici, quelques papiers. Si vous n'avez pas envie et pas le temps de lire, Sandor Ferrandi. C'était une communication sur un congrès de psychiatrie dans les années 50, où il a décrit la confusion des langues, avec des enfants qui demandent de la sécurité psychique, physique, de l'éducation et affective, et des adultes qui vont donner du sexe et de la sexualité. Hein, donc ces enfants qui viennent chercher protection et qui se retrouvent finalement avec des violences subies. Et puis sinon, il y a plein de références qui sont accessibles sur Internet, des sites utiles. Celui de la Fédération française des criages, il propose plein de petits outils. Il y a aussi tout un répertoire sur les outils de prévention. L'Ange Bleu, qui est une association qui propose des groupes de parole de personnes pédophiles ou agresseurs sexuels ou victimes de violences sexuelles. L'association interuniversitaire de sexologie, et puis l'ARCAS, qui était l'association historique hein, sur la question du traitement des auteurs d'agressions sexuelles. Merci pour votre attention, et puis on va répondre aux questions si vous en avez. Est-ce qu'en tant que professionnel non formé, on peut quand même avoir accès à des outils pour faire de la prévention ou même dans un rôle éducatif? Personnellement, je suis étudiante, mais je suis aussi animatrice en centre aéré. Et je suis étudiante depuis mes 17 ans. Et déjà à 17 ans, quand j'étais encore au lycée, j'étais face à des enfants qui vivaient des choses atroces et auxquelles j'étais totalement impuissante, et sachant que dans le contrat, on dépend de la hiérarchie et on n'a aucun pouvoir, aucune capacité d'action. C'est ton vouloir du directeur, comme vous l'avez précédemment dit. Vous avez ici là, des références, et dans le site de la Fédération, vous avez un onglet prévention. On avait organisé au CIFAS, le Congrès international francophone sur l'agression sexuelle, en 2019, un concours d'outils de prévention, un concours international. Et éventuellement sur le site du CIFAS, vous avez toutes les références, et sur le site de la Fédération française des criages, vous avez toutes les références avec beaucoup d'outils. Ensuite, le ministère de l'Éducation a proposé des outils avec des petites vidéos. La MILPROF, qui est la mission interministérielle de lutte contre les violences conjugales, a proposé aussi des petits outils vidéo. Là aussi, il y a des petits outils vidéo. Les ados, si vous avez des supports, ils aiment bien réagir sur des vidéos. Après, il faut maîtriser la gestion de la dynamique du groupe, l'encadrement et puis les méthodes d'animation de groupe chez les ados. Et vous avez beaucoup de supports déjà là, qui sont accessibles en open access. Voilà. Et puis sur le site de la boîte aussi, il y a pas mal de ressources en open access. On renvoie sur des sites canadiens. Donc je vous invite à aller voir sur le site de la boîte à outils.
Moi, j'avais une question par rapport aux injonctions thérapeutiques. Quels sont les critères pour qu'on considère que quelqu'un a besoin d'une injonction, pour poser une injonction thérapeutique? Parce que c'est décidé par la justice, mais il doit y avoir des critères, puisque parfois il y a l'injonction, parfois il n'y en a pas. Sur la question des soins pénalement ordonnés, c'est-à-dire qu'on peut condamner une personne à se faire soigner, mais uniquement en milieu ouvert, c'est-à-dire après la prison. Dans la prison, on ne peut pas obliger quelqu'un. Dans la prison, c'est pas de droit, pas de chocolat, pas de soins, pas de remise de peine supplémentaire. Donc ça, c'est réglé. À l'extérieur, on peut proposer 3 types de soins pénalement ordonnés. Une obligation de soins, qui est absolument pas formalisée. La personne condamnée doit rapporter un petit papier à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation pour attester du fait qu'il a rencontré un soignant. Donc son médecin généraliste qui lui fait une injection de vaccin contre la grippe, il demande une attestation, il le ramène, c'est pas spécifique, il a vu un soignant. Et il remplit les critères de l'obligation de soins, non spécifiques. Donc, genre les magistrats, il a des obligations de soins, il voit si ça lui fait pas du bien, ça peut pas lui faire de mal. Ça n'a rien. Parce qu'il sature les systèmes de santé. Donc c'est utilisé pas mal chez des patients un peu alcoolos, conduite en état d'ébriété, un peu violence conjugale. Ensuite, on a l'injonction thérapeutique qui a émergé après la loi de 70 sur les usagers de drogue. L'injonction thérapeutique, c'est une alternative à la peine privative de liberté, c'est-à-dire à la prison, qui consiste à se sevrer du produit. Et donc ça passe par une évaluation d'un expert en addictologie qui va confirmer que c'est un consommateur usager de drogue, et du coup il va s'engager pour 6 mois renouvelables une fois. On va accompagner au sevrage dans des XAPA qui sont des centres de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie. L'injonction thérapeutique, il n'y a plus personne qui la prononçait parce qu'il n'y avait plus de médecin pour l'assumer. Ils n'étaient pas payés par les ARS. Donc du coup l'injonction thérapeutique peut ou pas utiliser, elle a disparu. Il reste l'injonction de soins. L'injonction de soins, elle est née avec la loi du 17 juin 1998 et elle concernait initialement les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs. Donc toute la pédocriminalité. Je vous rappelle en passant que être pédophile, c'est pas forcément être criminel. Être pédocriminel, c'est pas forcément être pédophile. Et donc du coup, ces sujets, très pervers, ils ont un dispositif qui est très très serré, avec une triangulation autour de la personne condamnée, un juge d'application des peines, un praticien traitant et un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur, il rend un rapport annuel au juge d'application des peines pour rendre compte de l'évolution de la personne condamnée. Et donc ça permet pour le juge d'avoir un regard à l'intérieur du soin et de l'évolution du sujet. Donc c'est un dispositif qui est très complet, qui est assez contraignant, et qui peut n'être prononcé par le juge qu'à condition qu'il y ait une expertise psychiatrique qui confirme l'opportunité de la mesure. Donc en matière de crime sexuel, c'est automatique, la question elle est posée automatiquement, soit au moment du jugement, soit à la libération, où on pourra prononcer une injonction de soins à condition qu'il y ait une expertise qui dise c'est opportun. Depuis la loi 98, on a élargi les indications judiciaires de l'injonction de soins, 2005, 2008 pour les violences conjugales, pour les incendiaires, pour les criminels et pour les radicalisés. Heureusement, les juges ne prononcent pas trop dans le cas de la radicalisation du terrorisme, mais c'est le meilleur dispositif, l'injonction de soins, pour pouvoir accompagner une personne condamnée sur le plan socio-médico-judiciaire. Avec le médecin coordonnateur, comme ça, qui va superviser la prise en charge. Par exemple, le patient pédophile, agresseur pédosexuel pervers, qui va avoir un médecin coordonnateur qui dit « Ah, j'ai choisi docteur Intel pour mon suivi, hein, praticien traitant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est pédiatre. » Le type, c'est un pédophile, agresseur sexuel multirécidiviste, il va rester en salle d'attente pendant 1 heure pour voir le pédiatre. Au début, on a eu ça, hein, les coquinous. L'autre, vous allez voir quel docteur machin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est gynécologue. Et vous pensez que le gynécologue, il a dit « Ouais, non, il fait de la psychothérapie, il est génial. » Waouh. Non, on ne fait pas ça. Hein. Et donc, du coup, le médecin coordonnateur, il va valider la décision et le choix du praticien traitant. Donc, c'est un praticien traitant qui est compétent, qui a la spécialité. Ou si le patient refuse, il va imposer. Et si le patient refuse, il va en prison. Donc, s'il ne suit pas l'injonction de soins, ou s'il met fin au suivi, il file en prison. Donc voilà, c'est assez carré. Ça ne fonctionne pas trop mal, mais ça n'a pas été évalué. Donc, on considère que ça participe probablement à réduire la récidive. Mais ça n'a pas été évalué. Oui. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas tout le vocable, donc voilà. Mais est-ce qu'un agresseur est forcément une personne qui a des problématiques psy, du coup, de la perversion? Non. Je l'ai dit, 90% des personnes violentes qui agressent sont indemnes de troubles psychiatriques. Okay. Et du coup, pour eux... Mais après, il y a des aménagements. Voilà, mais pour eux, comment peut se passer une prise en charge? Parce que, du coup...
c'est de la même manière? Est-ce que du coup les choses sont différentes? On fait de la haute couture, pas du prêt-à-porter, pas du prêt-à-penser, Oui. pas du prêt-à-soigner. Et donc du coup on évalue, ça prend du temps parfois de faire le tour de la question avec des sujets qui n'ont pas envie de venir. Le type qui vient dans le cadre de l'injonction de soins, qu'est-ce qui vous amène? Le juge. Waouh, ça va être compliqué. Et comme j'ai fait des formations pour l'administration pénitentiaire, je commence la formation sur la violence, et on fait le tour là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène? Et le surveillant qui me dit, moi j'étais en congé, c'est mon gradé supérieur hiérarchique qui a exigé de moi que je vienne. C'est le même problème. J'ai un surveillant en bleu de la pénitentiaire qui me dit, j'ai pas envie d'être là. Et on m'a obligé au-dessus à venir. Un miroir. Donc du coup, le premier enjeu, c'est consisté à retrouver un espace de liberté où on va choisir et consentir ensemble. Donc du coup, moi je les annonce d'emblée le truc en disant, mais moi je suis pas obligé de vous recevoir, vous n'êtes pas obligé de me voir, vous êtes obligé de vous soigner, mais on est obligé de rien tous les deux. Donc soit on prend 5 minutes pour s'asseoir et essayer de comprendre, soit vous pouvez sortir tout de suite. Moi ça me fera rien, si ce n'est que je dois rattraper mon retard parce que je suis très en retard. Et le type il s'assoit. L'injonction paradoxale. Et donc du coup, là on va commencer à dérouler le truc et à la fin, on décide si on se revoit ou pas. À la fin, on dit bon, moi j'estime que ça peut être intéressant, sinon je dis moi j'estime que ça sert à rien et je vous envoie vers un type que j'aime pas. Mais, on a une obligation de moyens et de soins. Donc du coup, je peux pas dire à quelqu'un qui vient en soins, je vous soigne pas et allez vous faire voir. Non, on réfléchit ensemble et puis ensuite on essaie de trouver la solution. Soit on estime que c'est intéressant, intelligent de se revoir, et donc du coup on se repropose un rendez-vous, mais si vous voulez. Et le type il dit ah bah ouais d'accord, ouais si. Et on se revoit quand? Quand vous voulez. Non, le juge il a dit tous les mois. Je dis mais attendez, c'est pas le juge, il est pas là, mais c'est nous qui décidons ensemble. Donc du coup pour un peu comprendre ce qui se passe, il faut que je vous voie la semaine prochaine ou dans 15 jours, et puis ensuite on décidera. Ok, mais c'est pas le juge qui décide du soin. Aujourd'hui en France, c'est pas le juge qui prescrit un traitement freinateur de libido. Hein, pas encore. D'accord, c'est des ordonnances judiciaires. Mais le contenu du soin, c'est le soignant qui décide. Et donc du coup, on va faire de la haute couture sur la base d'une évaluation. Est-ce qu'il y a un trouble psychiatrique? Est-ce qu'il y a un trouble paraphilique? En sachant qu'ils sont souvent par trois, ils sont rarement isolés. Si j'ai un trouble pédophilique, j'ai un peu d'exhibitionnisme, du voyeurisme, etc. Je vais faire le tour de la question du fétichisme. Et puis ensuite, une fois que j'ai identifié tous les problèmes, on va se mettre au travail. Médicaments ou pas, psychothérapie, est-ce que j'utilise, au sens noble du terme, les ressources et les compétences de la psychologue du service? Est-ce qu'on va mobiliser des thérapies familiales systémiques dans un moment de la prise en charge? Et donc du coup, on va construire comme ça le soin, ensemble. Avec toutes les situations compliquées, on s'y met à plusieurs. Hein. J'utilise la métaphore de l'alpinisme, hein, mais on est en cordée avec le patient, donc s'il tire trop fort, on dévisse, et donc du coup je m'encorde avec une psychologue au minimum, et on y va à 2 ou 3. Et donc ça nous permet d'être un peu plus serein pour limiter les phénomènes d'emprise, de fascination, ce qui réduit notre capacité thérapeutique et nous neutralise en tant que soignant. On n'est pas tout puissant. Hein. Ouais. Et donc du coup on prend soin les uns des autres sur les situations compliquées. Hein, la psycho qui me regarde travailler, et moi je la regarde travailler, et j'entends dans le discours du patient. Voyez, donc du coup on est très attentif à ça sur les personnalités complexes, et au regard de ça on va s'engager dans un soin. Oui. Et là-dessus, est-ce que justement vous faites de la thérapie de groupe, c'est-à-dire à 2 thérapeutes par exemple ou de... Alors dans la thérapie familiale systémique, il y a 2 thérapeutes et il y a une personne d'observation. Normalement il y a un miroir santin, on est en dehors. Et donc il y a les 2 thérapeutes, on utilise un binôme hétérosexuel parce que ça facilite les projections de transfert. Et donc on a une famille complète, 2 thérapeutes et un observateur. Et donc on est sur des dispositifs qui mobilisent minimum 3 personnes. Sur les groupes, par exemple, on a des groupes d'adultes en prison, des groupes d'adultes en milieu ouvert, des groupes de mineurs, toujours par 2. Toujours par 2. Et moi, sur une question un peu plus large, mais est-ce que vous avez pas un découragement, parce que j'ai l'impression qu'il y a, on n'a pas abordé la question, mais il y a quelque chose aussi de systémique dans ces problèmes-là sur l'éducation. Enfin, si on avait une bonne éducation, je crois que on n'aurait pas besoin de psychiatre ou de psychologue. Enfin voilà, est-ce que vous l'avez dit au début, vous êtes un peu au bout de la chaîne et vous bricolez ce que vous pouvez, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait avant ça Mais est-ce que vous pensez que ce serait suffisant Alors là aussi, nécessaire et suffisant. Ouais. C'est quels moyens on se propose. Et ça fait partie des moyens validés au sens de leur efficacité purement évidence-based. C'est simple, pragmatique. Hein.
Il y a un problème. Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui ont montré leur intérêt et leur efficacité? Oui, on restructure les choses pour avoir un truc tout-terrain et pas avoir là, trousse à outils spécifique, plomberie ou électricité 220 volts. Non, on a un truc qui fait tout partout. Et ça fait tout partout. Donc c'est pour ça qu'elle va être traduite, mais après c'est pas la panacée. Il y a des enjeux, vous évoquez la question politique, hein, au sens noble du terme. Oui, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Et encore une fois, on a du travail. Et c'est pas que du bricolage. On a des prises en charge particulièrement compliquées qui sont très carrées pour pouvoir justement atteindre les objectifs. Et si j'avais pas des résultats, ça fait longtemps que j'aurais arrêté ce métier. Ah oui, vous imaginez. Enfin, que des catastrophes, que des cartons, que de... c'est bon, quoi. Oui. Non, mais par exemple, quand vous parlez de la procédure judiciaire et de la récidive, etc., j'ai l'impression que c'est très compliqué d'amener quelqu'un sur la question tout à l'heure de la voie de la guérison, où en fait, que j'ai l'impression que si l'État que la répression en fait est inefficace, quoi. Alors, on est sur des organisations et des dispositifs. Loi du 15 août 2015, dite loi Taubira. La justice restaurative rentre dans les textes. La justice restaurative, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est que la justice restaurative? Par exemple, en Hollande, aux Pays-Bas ou au Canada, c'est appris à l'école maternelle, c'est enseigné. Et la justice restaurative, c'est l'idée que lorsque quelqu'un agresse, commet une violence en particulier sur un tiers, il a rompu le contrat social. Et donc du coup, on réunit l'agresseur, l'auteur, la victime et un membre de la communauté pour rétablir le contrat social. Et tout de suite, en maternelle, souvent, on prend le crayon, on met un coup de crayon, bam! On s'arrête, un membre de la communauté, on s'assoit à table, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il m'a pris le crayon, il vient tout crayon. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est quoi le deal? C'est quoi le règlement? C'est quoi le truc? On repose, on re-signe et on repart. L'idée de la justice restaurative, c'est ça. Les Hollandais, ils ont envahi, enfin ils ont construit New York et ils ont envahi le continent américain, puis après c'est parti vers le Canada. Et au Canada, ils ont développé une vingtaine de dispositifs de justice restaurative. Aux Pays-Bas, la politique pénale a permis de fermer les prisons. Ils ont eu une diminution telle du taux de criminalité qu'ils ont d'abord loué leurs cellules aux pays du nord de l'Europe, Danemark, Suède. Et du coup, les surveillants de la pénitentiaire, ils arrivaient dans des étages, ils ne comprenaient plus parce que ça ne parlait plus la langue. Du coup, il y avait eu des grèves de surveillants hollandais, ils parlent plus, des Danois, des machins, on ne comprend rien. Ils ont fermé les prisons, c'est puissant. Parce que dans le cadre de la justice restaurative, systématiquement, on est dans une perspective de restauration du contrat. Et pas de la punition, sanction, en sachant que sanctionner, c'est rendre le caractère sacré à quelqu'un qui l'aurait perdu. Et ça participe de ça. Et dans le cadre de la justice restaurative, on a mis en place ici les premiers groupes condamnés victimes de violences sexuelles en France. Donc, est-ce que c'est des espérances qu'on bricole? On a supervisé les membres de la communauté et les professionnels, 2 ans de préparation, et les premiers groupes, ça a été absolument extraordinaire. On n'aurait jamais pensé ça. Il y avait 5 agresseurs condamnés, 5 victimes, avec des faits différents, hein, et c'était pas l'auteur qui rencontrait sa victime. Il y avait un papa, auteur d'inceste, une jeune fille inceste, etc. Et donc, du coup, c'est très structuré. On a accompagné ce dispositif, ça a eu des effets extraordinaires. Donc, est-ce que l'État empêche? Loi Taubira 2015, c'est l'État, c'est la justice. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on a les moyens de les mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a assez de conseillers d'insertion de probation avec la volonté de les mettre en œuvre? C'est là où ça glisse. Là, on a actuellement un type, il a fait plus de 25 ans de détention, il est sorti depuis 4 ans, et il est dans un processus d'exclusion, mais vraiment de marginalisation. Impressionnant. Donc c'est sûr, quand vous avez un CV avec un énorme trou, etc., et puis vous dites que vous avez été condamné, c'est compliqué. Et donc on a mis en place un petit cercle, qui n'est pas encore un cercle de soutien de responsabilité dans la justice restaurative, c'est juste un cercle de professionnels, pour pouvoir les payer et compenser la perte de chance liée à son statut social. Et on l'a inventé en fait, ça n'existe pas. On l'a inventé. Et tous les acteurs, éducateurs, assistants sociaux, avocates, thérapeutes, psychiatres, CEPIP, vont accepter. On se crée le cadre. C'est possible. Du coup, on continue, on est créatif, et c'est possible. Vous avez une question? En fait, j'aurais une question sur les auteurs d'agressions sexuelles qui ont été eux-mêmes victimes. Est-ce qu'il y a une explication commune, ou un mécanisme type, je ne sais pas, justement, qui justifierait le passage à l'acte? Enfin, justifier, j'aime pas ce mot, mais voilà, pour expliquer un peu comment c'est possible, en fait. Les Américains ont beaucoup théorisé là-dessus, hein, sur une boucle comme ça de victime à auteur.
et ils ont identifié des facteurs de résilience et des facteurs de risque qui font que ça bascule ou pas. Mais il n'y a pas de déterminisme. Ce qui renvoie à cette idée qu'il faut prendre en charge des victimes le plus tôt possible. Pas seulement pour réduire les séquelles psychotraumatiques, c'est pour éviter ces formes de transition. Vous voyez ? Mais on ne va pas dire à une victime qui s'est fait violer, fracasser, vous savez, on vous prend en charge parce que sinon vous allez devenir méchante. Non, mais... Donc du coup, ça renvoie plutôt à la capacité de résilience du sujet, à l'auteur, l'agresseur, avec un impact qui varie, et le contexte. Vous redire aussi que l'impact psychotraumatique pour un même événement, il est plus important si la source de la violence est normalement une ressource bienveillante et protectrice. C'est-à-dire que la même violence, si elle agit par un policier, elle aura des conséquences psychotraumatiques beaucoup plus importantes que si elle est réalisée par un type à casquette avec un crocodile sur le ventre. Vous voyez ? Donc du coup, c'est de mesurer ça. Et il y a plein d'exemples, enfin, je pensais au tsunami, etc., machin, où à chaque fois qu'une ressource identifiée se retourne contre le sujet, l'impact psychotraumatique est plus important, et le risque de réaction inappropriée aussi. Donc ça fait partie des facteurs de risque. Il y a de la littérature là-dessus, il suffit de regarder un tout petit peu. Alors, moi je me méfie des raccourcis des anglo-saxons et des américains. Il n'y a pas de déterminisme, il y a une invitation à prendre en charge très tôt, parce qu'on voit qu'il y a des formes de transition avec des paramètres qui sont vraiment liés au type d'agresseur, le contexte et la capacité de résilience de la victime.